Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Icanos Bar à poissons, l'endroit incontournable pour les amateurs de poissons et de fruits de mer. Essayez l'un des menus de dégustation pour la livraison ou cueillette à icanos.ca. Des plats à partager qui mettent en lumière l'habileté du chef Constant Menzas à vous séduire en vous concoctant un menu saisonnier évolutif. Une performance artistique qui commence en cuisine et qui se termine à votre dernière bouchée. Visitez icanos.ca pour plus de détails, ikanos.ca. Question de preuve, le cannabis. Du studio Léo Laporte, je suis Hugo Martin, avocat en pratique privée depuis une vingtaine d'années, fondateur de Rivercast Media, plateforme qui héberge des podcasts, donc Questions de preuve, où je discute de droit, de loi et de justice. Je suis en studio accompagné de James Patrick Cannon, mon recherchiste par Skype, et de mon invité pour qui, en octobre 2018, le cannabis récréatif est devenu légal au Canada, ce qui a eu comme effet de créer de toutes pièces une nouvelle industrie. Et évidemment, nos gouvernements ont dû légiférer en s'inspirant d'autres juridictions tout en tentant de respecter les normes sociétales canadiennes. Aujourd'hui, à Question de preuve, on parle de l'ensemble hétérogène de lois et de règlements, tant fédéraux que provinciaux, qui encadrent cette industrie. Où en sommes-nous un an et demi plus tard? Quels sont les défis législatifs auxquels sont confrontés ceux et celles qui veulent s'y tailler commercialement une place ou simplement garnir leur potager? Vous comprendrez donc qu'on ne pourra pas passer à côté de la contestation judiciaire de la loi québécoise qui interdit la culture de plantes de cannabis à domicile. Mon invité aujourd'hui est associé chez Sarah Ellis Avocats et consultant pour le groupe SGF, une division de Sarah Ellis Avocats qui offre des services à l'industrie canadienne du cannabis. Il est, selon sa propre description, un consultant en cannabis. Il y a 2 ans, un tel titre aurait sans doute eu une différente interprétation, mais pas aujourd'hui. Maxime Guérin, monsieur le consultant en cannabis, bonjour. Bonjour. Bonjour via Skype, tu étais à Québec. Comment ça se passe le travail à la maison? As-tu eu un petit peu de fatigue Zoom? Écoute, ça s'en venait. Là, présentement, je suis au bureau. Comme beaucoup de travailleurs autonomes au Québec, je pense que le travail à la maison vient de prendre une grande place dans ma vie. On voit que en tout cas, les textos lâchent pas. Ça bip encore. Écoute, vous entendez ça? Bon, maintenant, je suis tout à vous, normalement. Ben écoute, je vais parler un petit peu de ton parcours général. Scolarité, LLB Université Laval, c'est ça? Exactement. Stage chez Picard, Sirard, Poitras. Exactement. En fait, moi, j'ai débuté, là, j'ai pas fait la grosse course au stage, puis tout le tralala qu'on essayait de nous vendre à l'université. Là. Moi, je suis passé par les petits bureaux en me disant que j'allais manger mes croûtes un peu plus rapidement, puis c'est vraiment ça qui s'est passé. En fait, là, moi, j'ai débuté en faisant du droit du travail. Je me suis fait former avec un des plus vieux associés chez Picard Poitras là, qui faisait du droit du travail. Puis j'ai débuté comme ça, comme travailleur autonome à partir de ce moment-là. Là, directement sortant de mes stages, j'étais travailleur autonome, donc plus ou moins attaché. Au début de la carrière, on se dit tous travailleur autonome, c'est pas facile, il faut développer notre clientèle, la plateforme mange des frais, etc., etc. Donc, j'ai dit, je vais me trouver un emploi à salaire, ce que j'ai fait au bout de peut-être 1 an et demi ou 2 de pratique. Okay. Et puis, j'étais vraiment pas fait pour ça. Fait qu'au bout de 3 mois, je repartais à mon compte, puis j'ai fondé Bessette Guérin Avocat avec un ancien de chez Picard Poitras. Donc, on avait un bureau à Québec, un bureau à Montréal. Je me suis installé sur Grande Allée. J'ai rencontré Christian Sarah Ellis de Sarah Ellis Avocat. Natural fit, là, comme on dit. Donc, de fil en aiguille, on s'est associés. Et puis, depuis ce temps-là, je pense depuis 2016 déjà que je suis associé avec Christian au sein de Sarah Ellis Avocat. Puis, début 2000, il ne faut pas que je dise n'importe quoi, je pense que c'est début 2018. C'est ça, début 2018, moi, j'ai toujours eu une affinité avec le cannabis. Ça faisait longtemps que je regardais pour m'impliquer dans cette industrie-là. Puis, c'est une industrie qui n'était pas très, très accessible là, à l'époque, très, très fermée. Là. C'était juste le médical qui existait. Des joueurs au Québec dans le cannabis, il n'y en avait pas 50. À l'époque, là, quand on a commencé, je pense qu'il y avait peut-être 1 ou 2 producteurs autorisés, là, donc c'était tout récent. Donc, de fil en aiguille, on s'est fait un réseau de contacts là-dedans, puis j'ai été introduit au monde du cannabis en 2018 en commençant à travailler dans des dossiers un peu plus à l'externe, comme étant l'avocat du Québec pour des consultants de l'Ontario. Fait que j'ai fait mes classes avec des gens de l'Ontario, puis je me suis rendu compte que ça avait comme pas de maudit. Ouais, je me suis rendu compte que ça avait pas de maudit bon sens que ce soit des Ontariens qui coachent les Québécois sur comment faire leur licence de cannabis, alors que nous, les Québécois, on est quand même capables de lire la loi. Là. Donc, j'ai fait mes classes. Je me suis entouré de gens, là, de growers avec qui je suis maintenant associé dans une production. Là. Et puis, je me suis associé avec ces gens-là pour vraiment couvrir tout ce que ça prenait pour coacher les gens au niveau
niveau cannabis. Donc, c'est vraiment de là qu'est venu Groupe SGF. C'est vraiment en développant vraiment ce domaine de droit particulier-là. Donc, il y a deux aspects. Il y a l'aspect légal et l'aspect business. Tu es consultant un peu pour les deux, comme on voit, il y a beaucoup d'avocats qui font ça aussi. Donc, c'est quelque chose qui t'animait autant le côté business que le côté légal. Exactement. Là. Moi, je voyais mal comment on pouvait juste faire du droit du cannabis sans faire le côté consulting aussi. Là. Pour moi, les deux étaient indissociables dans ce domaine-là. Puis, il y a des gros bureaux qui font vraiment juste le côté légal. Puis quand tu es obligé de parler de plantes, puis de parler d'optimisation de culture, ces choses-là, ben là, tu es obligé d'aller chercher quelqu'un à l'externe. Ben, chez nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est tout regrouper ça. Donc, les gens qui sont plus spécialisés en culture ne sont pas associés au bureau d'avocat, bien entendu. Là. Le barreau n'aimerait pas ça tant que ça, mais on a créé une structure dans laquelle on délègue des parties de dossier à une firme dans laquelle je suis associé. Donc, ça permet d'avoir vraiment une équipe intégrée, autant au niveau légal qu'au niveau consulting puis business development. Tu nous as fait sourire, James et moi, tantôt quand tu as dit j'ai beaucoup d'affinités avec le cannabis, mais la question que j'avais pour toi à ce moment-là, c'est est-ce que c'était tu avais un goût de représenter le côté criminel de ça, le côté pénal, le côté criminel, ou c'était pas du tout dans ton intention au départ? Vraiment pas. Moi, j'ai jamais fait de criminel ni de pénal de ma pratique, puis ça n'a jamais été quelque chose qui m'a attiré. Donc, vraiment pas. Là, ça a toujours été au niveau business, puis mon implication a toujours été à ce niveau-là. Quand on parle criminel, pénal, je peux vous dire que c'est interdit de posséder plus que 5 plantes de cannabis au Canada, puis ça devient criminel à ce moment-là, puis ça arrête là. J'essaie bien entendu, j'ai quelques réflexes quand même, là, mais j'essaie de garder ça purement business. La légalisation du cannabis au Canada a fait naître plusieurs opportunités pour les entrepreneurs québécois et canadiens en créant une industrie de toutes pièces. Je pense que tu es d'accord avec ça. C'est janvier 2018 où tu crées Groupe SGF en saisissant les opportunités toutes nouvelles qui étaient créées avec la légalisation du cannabis, où tu crées ça et tu offres tes services à l'industrie canadienne du cannabis, c'est bien ça? C'est ça. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, avant janvier 2018, on avait quelques clients qui naviguaient là-dedans. La pratique, c'est un peu ouverte dans le cannabis pour moi. Puis, en janvier, mon constat, après le long congé des fêtes, mon constat, c'était que pour se démarquer dans ce domaine-là, il ne faut pas juste offrir des services légaux. Il faut être capable de voir plus loin que ça. Puis, un peu comme je le disais précédemment, c'est de s'entourer de gens qui ont, oui, un aspect légal, mais un aspect aussi culture, optimisation. Donc, c'est ce qui a fait en sorte qu'on a créé Groupe SGF et qu'on l'a vraiment brandé comme une division du bureau d'avocats, mais une division de consulting. Là. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment séparé les activités du purement juridique qui est Sarah Ellis avocat. Au final, le droit du cannabis, c'est du droit des affaires, c'est du droit réglementaire, c'est du droit municipal, c'est bien des choses. On appelle ça le droit du cannabis, mais en fait, c'est faire du droit, mais dans un domaine en particulier, où il y a 2 ou 3 lois qui s'appliquent en matière de cannabis, là, principalement fédérales. Donc, nécessairement, on navigue dans tous les autres domaines aussi, particulièrement dans les lois qui, bien entendu, ont rapport avec le cannabis, mais quand même, on fait du droit, puis on va beaucoup plus loin que le droit aussi. C'est un excellent segue que tu m'offres en immédiatement plongeant dans la loi fédérale, la loi sur le cannabis 2018. C'est pas une très longue loi, plus ou moins 160 articles. Est-ce que, cependant, on a l'impression, quand on regarde la loi, puis on fait juste un survol, disons, général, que c'est un peu de la législation par réglementation qu'ils ont décidé de faire dans une petite loi comme ça qui donne beaucoup de pouvoir réglementaire? Tout à fait. Ce qui est particulier, c'est qu'effectivement, on a une loi très, très courte qui régule la possession, qu'est-ce qui est criminel, qu'est-ce qui ne l'est plus, les prescriptions médicales, ces choses-là. Bon, c'est géré par la loi. Puis après ça, on a tout le règlement sur le cannabis, là, toujours au niveau fédéral. C'est vraiment le règlement sur le cannabis qui est, dans mon quotidien, à tout le moins, la chose qu'on exploite le plus. Mais la loi pose la base, le règlement vient préciser, mais le règlement vient préciser beaucoup. Là. Donc, c'est vraiment un entonnoir qui se referme, puis le règlement est vraiment là pour guider principalement les demandeurs de permis, mais aussi les détenteurs de permis dans ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils ne peuvent pas faire. OK, fait que je voyais juste quand tu fais du droit réglementaire, parce que cette loi-là est assez un peu particulière. Au niveau du survol encore de la loi, j'ai bien ri là, dans les définitions au début, où le mot « bang » est maintenant un terme codifié dans nos lois. C'est un accessoire. Je savais même pas qu'on avait pris la peine de définir ça, mais c'est intéressant. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça. On définit aussi, c'est quoi un jeune?
de 12 ans à 18 ans moins un jour. Je pense que c'est important, on pourra en parler tout à l'heure. L'article 7, le but de la loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publique. C'est assez particulier. On va revenir évidemment lorsqu'on va parler de l'arrêt des 4 plans là, dans lequel votre bureau a été impliqué. Et dès l'article 8, donc assez rapidement dans la loi, on parle des interdictions et des infractions en partant. Donc, malgré la légalisation, c'est plutôt une loi visant à restreindre. Est-ce que je me trompe? Ben, c'est effectivement ça, puis je vais reprendre les termes un peu du bloc pot parce que dans le milieu, on les voit beaucoup passer. Mm-hmm. Puis eux parlent d'une prohibition 2.0, puis c'est pas faux parce que on met des balises sur ce qu'on a le droit de faire, mais on met beaucoup de balises sur ce qu'on n'a pas le droit de faire. Donc, l'approvisionnement auprès seulement de sources légales, l'échange limité à tant de grammes entre Canadiens majeurs, ces choses-là. Fait que c'est vraiment très encadré. Puis effectivement, la loi, là, dès le départ, c'est objectif de santé publique, puis après ça, tout de suite, on tombe dans les infractions. Là, donc, c'est assez catégorique. Là. OK, tu as utilisé le mot échange. Donc, les articles de distribution, possession maximum 30 grammes, 5 grammes pour les jeunes. On s'est entendu de 12 ans à 18 ans moins un jour, 5 grammes. Donc, on visait l'échange quand on faisait ça. Oui, c'est ça. Ben, principalement, c'est qu'on veut permettre aux gens de s'échanger de la fleur de cannabis, principalement, là, bien qu'on peut faire les autres produits aussi, sans... En fait, la loi, ce qu'elle fait en faisant ça, c'est qu'elle enlève l'aspect criminel qu'on connaissait bien avant, là, la possession simple, ces choses-là. Mm-hmm. Comme je disais au début, je ne suis pas criminaliste, là, mais j'ai quand même la base là-dessus. Là, donc, c'est ce qu'on a visé par cette loi-là. C'est vraiment de faire en sorte que la possession simple soit enlevée du monde criminel, puis vraiment que ça devienne une activité normale, mais on l'a très bien encadré. Quand je faisais le survol, l'autre chose qui m'a fait sourciller un peu, on dit « sauf si autorisé ». Il est interdit de vendre du cannabis ou toute substance présentée ou tenue comme telle à un individu âgé de 18 ans ou plus, à un individu âgé de 18 ans ou moins, ou à une organisation. Donc, si on n'est pas autorisé, on n'a pas le droit de vendre du cannabis, grosso modo. C'est exactement ça. Pour pouvoir vendre du cannabis, il faut vraiment détenir les permis fédéraux pour faire de la vente. Donc, nécessairement, tout côté lucratif en particulier est interdit. Là. C'est vraiment, la loi est relativement claire à ce propos-là. Puis le don, là, l'échange entre personnes majeures, ça là-dessus, il n'y a aucun problème. Et là, la loi fédérale nous dit bien à l'article 12, un peu plus loin, sauf autorisation prévue sous le régime de la loi, il est interdit à un individu âgé de 18 ans ou plus de se livrer aux activités suivantes. Cultiver, multiplier ou récolter toute plante de cannabis provenant d'une graine ou d'une matière végétale qu'il sait être du cannabis illicite. Et B, cultiver, multiplier ou récolter plus de 4 plantes de cannabis au même moment dans sa maison d'habitation ou offrir de le faire. Donc ça, c'est la loi fédérale. Donc la loi fédérale parle de 4 plants et moins. C'est légal dans sa maison d'habitation. Exactement. Puis le paragraphe A, l'alinéa A, là, est très intéressant parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de posséder du cannabis qui provient d'une source illicite, qu'on sait provenir d'une source illicite. En pratique, là, ça pose des problèmes d'application, c'est incroyable, là, parce que si on se ferait prendre avec une once de cannabis, en théorie, selon la loi fédérale, il faudrait presque toujours avoir soit un papier justificatif ou quoi que ce soit qui démontre que ce cannabis-là vient d'une source légale. Alors que la loi nous permet d'échanger 30 grammes entre Canadiens, on a le droit de posséder le cannabis qu'on possédait avant la légalisation. Bref, ça a ouvert une panoplie de choses. Puis moi, tout ce que ça me fait, c'est voir des points d'interrogation un peu partout. Puis la réalité, c'est que l'article, là, en fait, le paragraphe A est à peu près inapplicable là, parce que c'est à peu près impossible de vérifier la source du cannabis qu'on consomme ou qu'on s'échange. Là. Fait que c'est vraiment intéressant de voir, bon, ben OK, on dit qu'il y a une sorte de cannabis qui est légal, c'est le cannabis légal produit par les producteurs autorisés. Puis de l'autre côté, ben, on sait qu'il y a déjà, avant que la loi vienne en vigueur, ben, il y avait déjà du cannabis qui circulait, il y avait déjà du cannabis médical, etc. Fait que c'est très particulier comme régime. Là. On dirait que c'est très théorique, puis dans la pratique, ben, il y a des choses qui, particulièrement sur cet article-là, sont très difficiles à mettre en application. Nos collègues juristes le savent tous, le mot « savoir » dans une loi est déjà une porte de sortie. Le fait de ne pas le savoir. Cependant, est-ce que le régime provincial ou donc la SQDC, le fait qu'ils ont un sac identifié particulier, tout ça, est-ce que ça sert un peu à pallier cette notion de savoir ou de connaître?
Oui, c'est un peu ça. En fait, c'est que c'est le fédéral qui régit l'emballage, l'étiquetage, ces choses-là. Donc, nécessairement, tous les emballages de cannabis légaux au Canada sont semblables, là. C'est tout défini selon le règlement sur le cannabis du fédéral. Donc, c'est une manière d'encourager les gens à ne s'approvisionner que dans les régimes, dans le régime légal. Par contre, quand on revient à cet alinéa-là, on dit ben il faut savoir que ça vient d'une source licite. On a le droit de faire pousser 4 plants à domicile. Si mes 4 plants poussaient avant, maintenant sont légaux, mais ils viennent peut-être d'une source illicite. Bref, mon commentaire est à l'effet que c'est un peu, effectivement, là, comme tu le disais si bien, le fait de savoir d'où est-ce qu'il provient, ben, c'est effectivement un échappatoire, puis ça crée beaucoup de questions. Mais je dirais qu'actuellement, la pratique, c'est que ces articles-là, c'est pas ça qui est d'intérêt national pour l'instant. Là. C'est plus au niveau policier, là, je dirais que c'est plus d'éradiquer les sources illégales puis le marché noir actuellement. Donc ça, cet article-là, il est là, mais il est là pour être là, si on veut. OK, OK. On a aussi les articles sur la promotion du cannabis. C'est grosso modo interdit de faire de la promotion du cannabis à moins que tu sois une source légale de le faire. Et je suis bien content que le fédéral a prévu que ça ne s'applique pas non plus aux œuvres littéraires, dramatiques, musicales, cinématographiques, scientifiques, éducatives ou artistiques. Fait que finalement, on peut faire la promotion du cannabis dans un film et sur une pièce de théâtre, il n'y a pas de problème. Tout à fait. Un autre paire de manches, si on est au provincial, là, Mhm. le M3S, là, moi je l'appelle la police du pot, sont assez sévères, puis la loi provinciale sur le pot, justement, est assez sévère aussi. Donc ça, tout est à voir là-dedans, parce que actuellement, s'acheter un gilet de Bob Marley avec une feuille de pot au Québec, c'est illégal. Là. Fait que c'est vraiment particulier. On a le régime fédéral qui est quand même assez restreint, qui donne certaines possibilités, puis la promotion, si on va dans les autres provinces, là, vous allez en Ontario, dans d'autres provinces au Canada, la promotion, il y en a. De la promotion de marque, elle est Mhm. plus visible, elle s'affiche. Au Québec, c'est complètement le contraire. Là. On est extrêmement conservateur avec la loi provinciale. Mhm. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, c'est l'article 25 qui nous dit que bon pour vendre, les personnes autorisées doivent l'emballer et l'étiqueter conformément au règlement. Là, tu nous dis que c'est pas mal partout pareil, partout au Québec, au Canada, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. L'emballage, c'est pas là-dessus qu'il y a de grandes disparités. En fait, il n'y a pas de disparité au travers du Canada. C'est vraiment au niveau de la promotion de marque et des éléments de marque. Là, c'est très différent je dirais, d'une province à l'autre, mais je vous dirais le Rock, le Rest of Canada versus le Québec, c'est très différent. Interdit d'exposer les produits de cannabis d'une manière à ce qu'un jeune puisse l'apercevoir. On a vu de toute façon ce que la SQDC a fait, c'est comme tout blanc en avant, on peut pas voir à l'intérieur de toute façon. Mais effectivement, ça fait partie de l'objectif de santé publique et de protection de la jeunesse. Là. Ça me semble être des règles qui sont relativement raisonnables. Là. Rien de choquant là-dedans. C'est sûr que si on faisait le parallèle avec le régime de l'alcool, on pourrait dire, ouais, il y a un monde de différence entre un produit qu'on peut s'intoxiquer relativement facilement, c'est-à-dire l'alcool, versus le cannabis qui n'a jamais tué quelqu'un. Je suis pas médecin, bien entendu, mais on sent qu'il y a un peu une double mesure entre le cannabis et l'alcool. Là. Fait que, oui, ça peut être raisonnable d'effectivement cacher les pots de cannabis comme on le fait à la SQDC, froster ça blanc, puis garder ça le plus plain possible. Mm. Je me pose la question à savoir pourquoi on ne fait pas la même chose avec l'alcool, mais bon, c'est un grand débat de société. Là. Licence et permis, on a une vingtaine d'articles, 61 et suivants, jusqu'à peu près 80, une vingtaine d'articles sur les licences et permis. Donc, je pense que c'est le core de ta business, toi, présentement, c'est de permettre aux gens d'obtenir des licences et des permis, c'est ça? Exactement. On applique plus ou moins les articles de la loi, c'est plus ou moins ceux qui nous intéressent. C'est vraiment le règlement qui est le gros qui est vraiment le cœur de tout ce qu'on va travailler. Ça prend quoi? Beaucoup de sous. Ça, c'est vraiment, je vous dirais, l'élément numéro un. Ça prend beaucoup de sous et de la passion. Euh, je vous dirais que c'est les deux clés de succès en partant. Puis la troisième clé de succès, c'est d'y aller de manière raisonnable. On n'est plus en 2018. Dans le monde du cannabis, 2 semaines, c'est 6 mois dans d'autres industries. Là. Donc, ça bouge très, très rapidement. Donc, dans le cannabis, du jour au lendemain, on se retrouve avec des changements de loi, on se retrouve avec un paquet de choses qui changent. Puis, plus on commence petit, plus on a une licence rapidement, plus on embarque dans le marché rapidement, puis plus on devient un joueur parmi les autres. Parce que dans cette industrie-là, ce qui est très, très particulier,
Ça, c'est Santé Canada qui l'a un peu créé sans s'en rendre compte. C'est que Mhm. il y a deux catégories de joueurs. Tu as les joueurs qui ont un projet, puis tu as les joueurs qui ont une licence. Donc, c'est vraiment deux mondes distincts. Une fois que tu embarques dans le monde de j'ai une licence, ben, tu joues dans la cour des grands. Fait que le but, c'est de se rendre le plus rapidement possible à avoir cette fameuse licence-là. Donc, en commençant le plus petit possible, les chances sont plus élevées de se rendre dans cette cour des grands, là. OK. Si je te demandais qu'est-ce qu'il faut retenir de la loi fédérale? Ce qu'il faut retenir de la loi fédérale, c'est que moi, personnellement, je trouve qu'elle est extrêmement bien faite. Elle est très restreinte, mais elle est bien faite. C'est vraiment dans l'application que c'est d'autres choses, mais c'est une loi qui encadre de manière très précise, tout en laissant de la marge de manœuvre aux gens qui embarquent dans ces projets-là. Donc, Mhm. je vais vous donner un exemple relativement concret. Santé Canada, tout ce qu'elle nous dit, c'est que faut que tu mettes en place des bonnes pratiques de production. Puis, une de tes bonnes pratiques de production, c'est d'avoir des matériaux de construction qui sont facilement lavables, non poreux, qui vont faire en sorte que tu n'as pas de matière qui vont s'accrocher ou qu'il n'y a pas lieu d'avoir des développements de moisissures, ces choses-là. La plupart des clients qui vont se lancer dans ces projets-là vont nous demander, ben, il doit avoir une liste de produits acceptés par Santé Canada ou ça doit être assez régulé dans le fin détail de qu'est-ce que ça prend comme revêtement sur mon mur, revêtement sur mes planchers. La réponse, c'est non. C'est que Mhm. Santé Canada nous dit, prouve-moi que ce que tu fais correspond à ce que j'exige, donc à des bonnes pratiques de production. Donc, ça là-dessus, c'est très intéressant parce que la loi nous met des balises, mais elle laisse une grande marge de manœuvre. Si on était dans une loi provinciale au Québec, il y a fort à parier. J'en suis pas mal convaincu qu'on aurait des directives beaucoup, beaucoup plus claires sur qu'est-ce qu'il faut faire, il faut que ça ait l'air de quoi. Puis fort probablement que ce serait le MAPAC aussi qui aurait un droit de regard là-dessus. Alors que là, on est vraiment dans un niveau fédéral. Donc, c'est vraiment, moi, je trouve ça extrêmement intéressant de faire de la business au Québec, mais d'avoir vraiment une législation fédérale qui nous encadre. Là, je pense que ça ouvre plein d'opportunités, puis ça laisse beaucoup plus de marge de manœuvre, tout en ayant un niveau de régulation extrêmement élevé sur certains points, là, notamment les tests de pesticides, les tests de qualité, ces choses-là. Donc, Mhm. je trouve que cette loi-là est extrêmement intéressante pour ça. Donc, au niveau de ces tests-là, on s'en va un peu plus loin. C'est les articles 81 et suivants, les systèmes de suivi et tout ça. Ça me fait quand même sourire que tu me dises que la loi fédérale elle est très bien faite. Il faut dire qu'elle a fait ton affaire dans Oui, le dossier des 4 plans. La loi encadrant le cannabis, encore une fois, une petite loi, sans articles, une centaine d'articles. Grosso modo, au tout départ, ça nous dit la présente loi a pour objet de prévenir et de réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la santé et la sécurité de la population, particulièrement celle des jeunes. Elle a aussi pour objet d'assurer la préservation de l'intégrité du marché du cannabis. À ces fins, elle encadre notamment la possession, la culture, l'usage, la vente et la promotion du cannabis. La présente loi lie l'État. Grosso modo, c'est ça qu'on a. Cependant, quand ils disent elle encadre notamment la possession, la culture, l'usage, la vente et la promotion du cannabis, on avait déjà tout ça dans la loi fédérale. effectivement. Le volet culture, je pense que Québec n'a jamais osé s'aventurer dans ça. Je vais être le premier à aller représenter quelqu'un si jamais on a une loi provinciale sur qu'est-ce qu'on a le droit de cultiver ou pas, parce que la loi fédérale est très, très, très complète à ce niveau-là. Donc, nécessairement, si une province devait s'immiscer dans la culture à proprement parler, je pense qu'on aurait fort probablement un problème. Mhm. Pour le reste, bien, effectivement, la loi fédérale était déjà assez complète en matière de promotion, distribution, puis le Québec en a rajouté une couche, là. Puis l'usage, on veut dire la consommation, c'est ça? La même chose, au Canada, on a dit ben maintenant consommer, il n'y a plus de problème, là, en guillemets, là, je mets ça Ouais. très, très, très large. Puis le Québec ben, est venu encore une fois en rajouter une couche par-dessus, là. Donc, qui s'occupe de quoi, puis en vertu de quelles compétences constitutionnelles? Oui, en fait, c'est très, très bonne question. Il y a là-dessus, dans un premier temps, il pourrait y avoir un certain débat parce que l'objectif de la loi fédérale est vraiment d'éradiquer le marché noir, hein. Ça fait partie des points d'éradiquer le marché noir, c'est dans les priorités gouvernementales. Mhm. Puis au Québec, la seule priorité qu'on a, c'est vraiment la santé publique et la protection des jeunes. Donc, il y a certaines réglementations qui sont prises au provincial qui, tant qu'à moi, nuisent à l'objectif d'éradication du marché noir du fédéral. Ça, c'est un premier point. Est-ce qu'il y a lieu d'aller vers une contestation judiciaire là-dessus, à voir là, en fonction de ce que les Ça provinces aussi, vont t'es faire? volontaire, j'imagine? Ah, et ça, je lève la main tout de suite, ça va me faire plaisir.
Mais ça, c'est vraiment dans un premier temps. Dans un deuxième temps, tout ce qui est distribution, consommation est vraiment régi par le provincial, particulièrement au niveau consommation, parce qu'on tombe même dans le champ de compétences des villes à un certain égard. Bon, la province a décidé d'interdire en public la consommation à la grandeur de la province, puis c'est vraiment le ministère de la Santé et des Services sociaux qui applique cette loi-là. Puis c'est la même branche qui s'occupe du tabac aussi, puis sont relativement agressifs, là, mais sont agressifs envers je vous dirais, envers les gens qui sont un peu entre deux chaises. C'est-à-dire qu'ils ne seront pas nécessairement agressifs envers les producteurs autorisés, puis envers la SQDC, bien entendu. Non, ils sont agressifs envers les gens qui naviguent un peu dans les eaux troubles. Je m'explique. Il y a des gens qui possèdent des licences de pouces personnels avec des prescriptions médicales, puis qui vont se promener avec leur cannabis un peu partout dans les lieux publics, puis vont même faire des réunions. Là, j'ai des cas en tête concrets où est-ce que des gens font des réunions, s'échangent des trucs avec leur cannabis, puis le M3S débarque, vient faire des inspections, ouvre les sacs, fouille dans le cannabis. On parle de gens qui ont des prescriptions médicales, qui ont donc un droit à la santé. En plus de ça, ils ont un droit à la vie privée. Fait que c'est un peu particulier. On se retrouve dans un régime où est-ce que le provincial régule, applique la loi, puis semble vouloir dépasser certaines bornes aussi, alors que le fédéral, eux, tout ce qu'ils vont surveiller, c'est est-ce que tu respectes ma loi sur la culture? Est-ce que tu t'appliques les bonnes productions? Si je t'audite en tant que producteur, est-ce que tout est en ordre? Puis, va s'assurer aussi que la distribution au niveau emballage, étiquetage, ces choses-là soient respectées. Mais ils n'iront pas commencer à regarder qu'est-ce qu'il y en a au niveau consommation. Ça a vraiment été laissé dans la cour des provinces. Okay. Excuse-moi, j'interviendrai pour te demander, Maxime, quand tu disais il y a quelques moments que certains pans de la loi provinciale viennent contrecarrer, si on veut, l'objectif fédéral d'éliminer le marché noir, j'imagine que tu fais référence à l'âge. Notamment, l'âge en partant, effectivement, merci. Je pense que ça aussi, c'est la santé publique. Là. Le docteur Arruda est beaucoup sur le spotlight ces temps-ci, mais le docteur Arruda, c'est pas quelqu'un qui aime le cannabis. Là. Dans les consultations, j'ai été à quelques rencontres. Le docteur Arruda était là. Puis la santé publique au Québec, sous sa gouverne, est un peu beaucoup anti-cannabis. Donc, le fait qu'on restreigne l'âge de consommation à 21 ans, bien, effectivement, c'est de dire à des adultes qui sont en droit de voter, de s'acheter de l'alcool, des cigarettes, de dire, ben écoutez, t'es pas assez vieux, fais tes propres choix. Puis le seul choix qui reste, ben, c'est de s'alimenter dans le marché noir. Là. Fait que ça, en partant, on vient un peu contre l'objectif fédéral d'éradiquer le marché noir puis de la santé publique aussi. Là. Parce que, je veux dire, en tout cas, je vais lancer, c'est vraiment éditorial ce que je vous dis. Non, vas-y. Tu lances, ça me fait plaisir, je me gênerai même pas, en fait. Dans le fond, d'aller vers tout ça, c'est assez particulier. Le 21 ans, on envoie les gens carrément dans la rue, là, dans le marché noir. Ça, c'est le premier point que personnellement, je trouve ça extrêmement irresponsable là, à ce point-là, parce que pendant presque un an, les jeunes de 18 à 21 ans ont pu s'approvisionner dans le marché légal. Du jour au lendemain, on leur dit « Non, t'es pas assez vieux pour rentrer dans la SQDC, consomme pas de cannabis ». On s'entend tous pour dire que ce qui est interdit pour les plus jeunes est toujours plus attrayant. Donc, nécessairement, c'est un incitatif gros comme le bras d'aller dans le marché noir. Puis, c'est comme si le gouvernement et la santé publique cautionnaient ça, mais en faisant de l'aveuglement volontaire. Là. Pour moi, c'est d'un ridicule total. D'autant plus qu'il n'y a pas un expert dans la santé publique au niveau médical, au niveau toxicomanie, qui vient dire oui, c'est une bonne décision. Non, au contraire, tout le monde est unanime là-dessus. Donc, en partant, est-ce qu'on est en train de brimer l'objectif d'éradiquer le marché noir, protéger la santé publique qui était émis par le fédéral? Moi, tant qu'à moi, mon interprétation, c'est que oui, clairement. Un autre point, au Québec, on a décidé d'interdire les desserts sucrés. On a aussi ça, je peux comprendre dans une certaine logique, à quelque part, qu'on veut pas faire la promotion de comestibles qui pourraient être attrayants pour les jeunes. Oui, il y a une logique en arrière de ça. Je pense qu'elle s'explique. Est-ce qu'elle est logique et nécessaire dans le contexte actuel? Je pense pas. Là. Je pense que le gouvernement du Québec est vraiment en train de paterner les gens là, à ce niveau-là. Je pense que c'est complètement incroyable quand on sait qu'on peut aller s'acheter de l'alcool à 94% pour faire nos mix à la maison. Là. Okay, là, t'as James et moi qu'on est des férus de politique. Là, tu parles de société maternaliste ou paternaliste. Là, si tu veux qu'on fasse de l'éditorial, on peut partir pour un bout de temps.
Ben, c'est excellent, parce que je pense qu'on Ok, risque Hugo et moi, on n'aurait pas nécessairement le même point de vue, je tiens à le dire. OK. Mais c'est ça, tu sais, en partant, on n'a pas le droit d'avoir des desserts sucrés ou quoi que ce soit qui peut être considéré comme un edible attrayant pour les jeunes. Bon. Ça, sur ce bout-là, je peux comprendre. Après ça, on a limité les concentrations de THC à 30%. Là-dessus, vraiment, il va falloir m'expliquer parce que, le principe de base dans le cannabis, c'est qu'il faut se dire que pour faire une intoxication qui est fatale, on parle de peut-être 15 000 livres de cannabis à ingérer à l'intérieur de 15 à 30 minutes. Là. Fait que c'est d'un ridicule complet. De l'autre côté, il y a une autre chose aussi, c'est qu'au fédéral et dans le reste du Canada, cette interdiction-là, elle n'est pas là. Donc, je me sens un peu comme un citoyen de deuxième classe. Moi, j'habite dans le petit Québec, puis j'ai pas le droit d'avoir accès aux autres produits qui pourtant sont produits ailleurs au Canada, dans mon pays. Bref, là-dessus, j'ai beaucoup de difficultés. Puis là où est-ce que le bas blesse, puis ça, c'est encore une fois la santé publique. On a évoqué la crise des vapoteuses pour interdire les vapoteuses au cannabis au Québec. Puis, la réalité, c'est que les vapoteuses au Québec sont encadrées. Le Québec n'a même pas un mot à dire dans qu'est-ce qui va dans une vapoteuse de cannabis, pour la simple et bonne raison que c'est tout encadré par le fédéral. Puis, il y a des tests, il y a une panoplie de choses qui sont faites par les producteurs autorisés pour s'assurer de répondre aux critères de Santé Canada. Puis, au Québec, on vient nous dire, ben non, on n'en commercialisera pas parce qu'il y a une crise sur le vapotage aux États-Unis. Alors que Santé Canada est extrêmement clair dans ses lignes directrices, aucun additif qui pourrait causer quelques maladies pulmonaires que ce soit, c'est complètement interdit. Donc, Santé Canada est extrêmement vigilante là-dessus. Pire que ça, vous êtes détenteur d'une prescription médicale de cannabis, vous vous inscrivez chez un producteur autorisé, puis vous avez le droit de commander des vapoteuses, même si vous êtes au Québec. On me dit qu'au niveau médical, j'ai le droit de prendre une vapoteuse ou de fumer, mais au provincial, dans le récréatif, on me dit que non, une vapoteuse, c'est trop dangereux, fume à la place. La logique, pour moi, est très dure à suivre. Puis encore une fois, c'est vraiment... je vais repartir sur l'éditorial, là, mais récemment, on voyait dans les journaux que le docteur Arruda était rendu très, très politisé. Là, si on regarde les gestes qu'il pose, puis si on remonte dans le temps, où est-ce que c'était le temps d'avoir une opinion de la santé publique sur les vapoteuses, ben c'est le docteur Arruda qui a mis un peu son veto là-dessus puis qui a dit non, ça passe pas au Québec. Fait que, pourquoi? Alors qu'ailleurs au Canada, il y en a, puis à date au Canada, on n'a jamais entendu parler d'un décès ou quoi que ce soit lié à la consommation de vapoteuses de cannabis du marché légal. On n'a aucun problème de maladie pulmonaire ou ces choses-là. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions à se poser sur quels sont les vrais motifs du Québec. OK, tu ouvres beaucoup de portes. La première des choses que je voudrais te poser comme question, la limitation du 30% du taux de THC, c'est par règlement? Oui, ça c'est je peux pas dire si c'est par règlement ou dans la loi carrément encadrant le cannabis. Ça doit être fort probablement par règlement, mais c'est ça là. Donc actuellement sur les tablettes de la SQDC, Exo a mis du hashish en vente. Puis le hashish du Québec est à 30%. Vous traversez la ligne Ottawa-Hull, puis il va être à 62%. Là. Fait que pourquoi? Ben, voilà, on est ici, puis eux sont là-bas. OK, puis pour faire le lien un petit peu avec ce que James nous disait au niveau du contrôle du marché noir et les âges, on a le fédéral qui nous parle de 18 ans et le provincial nous parle de 21 ans. Cette base-là, c'est une base, je te demande pas de me l'expliquer logiquement, mais c'est basé sur une expérience de santé publique. On dit que ça prend 21 ans. Oui, ben en fait, même pire que ça, c'est que le consensus général dans la communauté scientifique semble être que les effets du THC sur le cerveau sont jusqu'à 25 ans. Dans quelle mesure, jusqu'à quel point, on sait plus ou moins, on a plus ou moins de données probantes là-dessus de ce que je peux en avoir lu. Donc, pourquoi est-ce qu'on a mis ça à 21 ans et non pas à 25 ans? Je me l'explique pas. Je me l'explique pas. Si on avait voulu suivre une logique de santé publique, puis de se justifier sur les scientifiques, puis sur la médecine moderne, on aurait peut-être dit, ben écoute,
Écoutez, ça a des impacts sur le cerveau. Jusqu'à l'âge de 25 ans, on ne prend pas de chance au Québec, on met ça à 25 ans. Là, on a décidé de le mettre à 21 ans. Est-ce que 21 ans pour la coalition Avenir Québec, c'est la nouvelle âge de majorité qu'on devrait avoir au Québec pour les réélire? Je ne le sais pas, mais je vois pas, je peux pas t'expliquer la logique en arrière du 21 ans, ça m'est pratiquement impossible, honnêtement. Bon, OK. Et je veux pas qu'on se lance spécifiquement sur ces deux articles-là, mais les deux articles que l'on doit retenir ou qu'on doit se souvenir au niveau de la loi provinciale encadrant le cannabis, ce sont les articles 4 et 10. L'article 4 qui nous dit qu'il est interdit à une personne âgée de moins de 21 ans d'avoir à sa possession du cannabis ou d'en donner. Et l'article 10, il est interdit de faire la culture de cannabis à des fins personnelles. Cette interdiction s'applique notamment à la plantation de graines et de plantes, la production de plantes par bouture, la culture de plantes et la récolte de leur production. Donc, c'est point interdit en bas de 21 ans, puis c'est interdit d'en faire la culture. C'est ça qu'on retient de la loi provinciale. Effectivement. S'il y a deux choses à retenir pour le public en général, c'est ces 2 points-là au Québec. Parfait. On va revenir à l'affaire Montréal contre le procureur général du Québec après la pause, mais avant la pause, et là, je m'en vais dans le core de ta business. Je veux me lancer dans l'industrie du cannabis. Qu'est-ce que je dois faire? Numéro 1, tu en as parlé tantôt, je dois obtenir une licence auprès de Santé Canada. Ça, c'est la première des choses, parce qu'avant ça, c'est un projet. Ensuite de ça, tu joues dans la cour des grands. Et j'ai un tableau qu'on va mettre en ligne, d'ailleurs, qui provient c'est une figure qui nous dit catégorie et sous-catégorie de licence de cannabis. Mais qu'est-ce que j'ai besoin de savoir là, de base? Je m'en vais dans ton bureau, puis je veux me lancer là-dedans. Ouais. En fait, il y a effectivement les catégories de cannabis à connaître, des catégories de licence, en fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que Santé Canada a divisé les catégories de licence principalement entre la culture, la transformation, ensuite de ça, la recherche et développement, les analyses techniques. La culture, ça nous permet seulement de cultiver. Donc, vraiment, on fait que de la culture de cannabis, on plante des plantes, on la récupère, on fait sécher ça, ou on le gèle, peu importe, puis on envoie ça en vrac à un autre producteur autorisé qui, lui, a le droit d'emballer. Parce que quand on a une licence de culture seulement, on n'a pas le droit d'emballer, on a seulement le droit d'emballer sous vide pour vendre à un autre producteur. La licence de transformation, elle, ce qu'elle nous permet de faire, c'est qu'elle nous permet, entre autres, de s'emballer, entre autres, de transformer soit en huile, soit en topic, soit les autres catégories de produits de cannabis, là, donc les produits 2.0. Puis, il faut savoir qu'à l'intérieur de ces deux grandes catégories-là, il y a deux sous-catégories qui se créent. Il y a la sous-catégorie de la licence de culture standard, donc elle est illimitée. Puis il y a la licence de culture sous la microproduction, la microculture. Ça, c'est limité à 200 mètres carrés de canopée, donc 2152 pieds carrés. C'est la spécialité beaucoup chez nous, là, puis je vous dirais qu'au Québec, c'est l'avenir, là. La microproduction est vraiment dans la fleur de l'âge. Là, puis tantôt, on va avoir une belle gamme de produits qui va venir de ces microproducteurs-là. Ensuite de ça, la même chose sous la licence de transformation. En fait, on a la transformation standard qui ne contient pas de limite. Puis on a la microtransformation qui nous limite à transformer 600 kg de matériel séché par année ou un nombre illimité si on s'approvisionne exclusivement dans sa propre microproduction. Est-ce que... tu réponds un petit peu à ma question. Donc, pour faire de la avoir une licence de micro-transformation, mon produit, ma matière première n'a pas nécessairement besoin de provenir d'une microculture. Exactement. Si on prend juste la micro-transformation, on peut s'approvisionner chez n'importe qui. On va être limité à transformer 600 kilos annuellement. Okay. Donc, oui, c'est possible de le faire comme ça. C'est beaucoup, 600 kilos? Là, j'essaie de figurer. C'est pas tant que ça. Je vous dirais qu'en moyenne, là, les producteurs autorisés vont produire au bas mot, là, ceux qui sont sur le marché actuellement, là, qu'on prend, mettons, la moyenne, là, on doit être à 2000 kilos annuels, 3000 annuels pour les plus petits joueurs. Puis on a des joueurs qui vont jusqu'à 15, 20, puis même du 100 000 kilos annuels. Donc 600 kilos, c'est relativement petit. Dans une microproduction, on va sortir ça par année, par exemple, 600 kilos. Quand on est bien rodé, on est bien installé. Ça fait quand même 600 000 grammes. C'est quand même, ça peut avoir l'air impressionnant, mais quand on regarde les plus gros joueurs, ça ne l'est pas tant que ça. La grosse différence entre un gros joueur qui produit 100 000 en fait, qui va produire 100 000 kg versus celui qui en produit seulement 600, ça va vraiment être au niveau du contrôle de l'environnement qui se répercute sur la qualité du produit. OK, lorsqu'on est un fabricant, donc on parle du cultivateur, on s'en va au fabricant, est-ce que le fabricant, c'est celui aussi qui emballe?
Oui, le transformateur est celui qui emballe. Donc, pour pouvoir emballer, puis vraiment emballer. Quand on parle d'emballer, là, c'est un peu spécial parce que dans la loi fédérale, on définit produit de cannabis comme étant un produit qui est emballé pour la vente au consommateur. Donc, vraiment un produit fini de cannabis pour pouvoir l'avoir puis le mettre dans un pot, le vendre à un détaillant provincial ou le mettre dans les mains d'un patient médical, il faut avoir la licence de transformation, que ce soit la micro ou la standard. Donc, on est transformation standard, micro-transformation. Est-ce qu'on envoie de la transformation standard ici au Québec ou donc les Oui, oui, sans oui. limite, là? Il y en a quelques-uns là, qui ont vu le jour. Là. Au Québec, on est un peu beaucoup en retard sur le reste du Canada. Là. On est en train de on est en train de rattraper notre retard, mais oui, il y en a. C'est juste qu'il n'y en a pas, une tonne. Là. Si vous allez à la SQDC puis vous faites le décompte de combien de producteurs ont un contrat avec la SQDC, vous allez vous rendre compte qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a plusieurs marques, mais ils sont souvent contrôlés par les mêmes groupes. Puis c'est tous des relativement gros groupes qui sont installés à la SQDC actuellement. OK. Donc, le cultivateur vend au fabricant. Le fabricant n'a pas le choix. Il vend à SQD... il vend il vend à un vendeur autorisé. C'est ça, exactement. C'est là qu'est la nuance, c'est que, bon, tu as le cultivateur, s'il décide de ne pas s'emballer lui-même, il vend sous vide, là, en gros, à au transformateur. Le transformateur, lui, a l'opportunité de soit retourner le produit tel qu'emballé au producteur, qui lui va le vendre peut-être à des patients médicaux s'il a la licence de vente médicale, ou sinon le transformateur va prendre le produit emballé fini puis va le vendre à un distributeur autorisé. Donc, c'est très limité. Puis, je vous dirais que la clé du succès, en fait, pour avoir le contrôle sur la chaîne d'approvisionnement et la chaîne de distribution en particulier, il faut avoir la licence de transformateur, ce qui n'est pas le cas actuellement pour tout le monde. OK, donc le cultivateur doit aussi détenir une licence de transformation de fabricant, une licence de transformation standard ou de micro-transformation s'il veut emballer. Sinon, il est obligé de l'envoyer à l'extérieur pour l'emballer. Il peut se le faire retourner, comme tu nous dis, s'il y a une licence pour revendre. Fait que ça... OK, donc pour contrôler la ligne de production au complet, il faut que tu aies au moins 3 licence. La licence de cultivateur, la licence de producteur, puis la licence de vendeur. C'est ça? Oui, c'est ça. La licence de vendeur, elle vient un peu automatiquement là, une fois qu'on est en production. Là. Donc, il faut faire la distinction entre la vente médicale versus la vente en général. La vente médicale, c'est que ça nous permet d'avoir des producteurs, en fait, des patients qui s'inscrivent chez le producteur avec une prescription médicale, donc peuvent commander leurs produits directement chez le producteur. Okay, c'est là mon Tandis erreur. que quand on est dans la vente ordinaire, c'est que là, on peut vendre soit à d'autres producteurs ou aux revendeurs autorisés des autres provinces. Okay. Et au niveau de cultivateur, je m'excuse de revenir avec ça. Donc, au bout du compte, ça permet de produire des produits séchés, frais, plantes, graines, ou même produire des plantes et des graines dans une zone jusqu'à 50 mètres carrés, là, donc une pépinière. Ça, c'est la pépinière. Il y en a pas beaucoup actuellement au Canada. C'est vraiment une licence particulière. Ça, c'est vraiment dédié au fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment faire de la distribution aux producteurs. Donc, on a un client là, qui va avoir au-dessus de 200 génétiques de stocker chez lui, puis est en train de faire des contrats à gauche, à droite. Ce que ça permet de faire, en fait, dans le pratico-pratique, c'est que moi, mon exemple très personnel, si je décidais d'envoyer mes plantes mères ou encore d'acheter les génétiques de cette pépinière-là, ben moi, j'ai plus de clones, j'ai plus de génétique à gérer à l'intérieur de ma bâtisse. Je me dédie 100% à la floraison. Donc, 100% de mon espace va être occupé par des plantes qui vont faire des cocottes. Puis, ma pépinière va s'occuper de me transférer des génétiques puis de m'envoyer les clones que j'ai besoin. Donc, c'est un joueur dans la chaîne qui n'existe pas encore vraiment, mais qui va être super intéressant à voir tantôt. Donc, c'est une autre catégorie de licence. Moi, je la compare beaucoup à la licence de microproduction parce que c'est pas mal les mêmes critères. Puis, on a une limite de 50 mètres carrés pour produire des graines de cannabis. Okay. Je ne vais pas m'éterniser trop longtemps là-dessus. Au niveau de la vente, tantôt j'ai fait une erreur. Donc, le permis de vente que je parlais, c'est vraiment le permis qui existe. La licence qui existe, c'est de vente à des fins médicales. Donc, est-ce que la personne qui fait la vente à des fins médicales peut aussi être cultivateur et fabriqué ou c'est une autre... Non, tout à fait. On peut, dans une chaîne vraiment intégrée où est-ce qu'on fait du médical aussi, on possède les 3 licences. Donc, Okay. en fait, mettons les 4, là, mais je vais expliquer la nuance, c'est qu'on aurait la licence de production, on aurait la licence de transformation,
on aurait la licence de vente à des fins médicales, puis on ajouterait un amendement à notre licence qui nous dit, ben, j'ai maintenant le droit de vendre mon cannabis tel qu'emballé aux autres, à d'autres producteurs ou encore aux réseaux de distribution provinciaux. Fait que c'est pas vraiment une licence à proprement parler de vendre le cannabis au réseau de distribution. C'est une inclusion à notre licence. OK. Un peu technique, là, mais OK. c'est la nuance. Excuse-moi, Hugo. Est-ce qu'on peut être un vendeur de cannabis médical, puis après décider qu'on veut également vendre du cannabis récréatif? Tout à fait. Je vous dirais que la plupart des producteurs qui sont sur les tablettes de la SQDC ont aussi un volet médical actuellement, là. OK. Et pour avoir le volet médical, est-ce qu'on doit aussi avoir une licence de recherche ou d'essai analytique? Non, en fait, les licences de recherche, ben, principalement la recherche et développement, toutes les autres catégories de licences, là, c'est-à-dire culture et transformation, incluent un certain volet de recherche et développement. Donc, si on prend la licence de recherche et développement, c'est vraiment spécifiquement pour faire que de la recherche et développement. Si on veut faire les deux, culture en général, vendre, puis la recherche et développement, ben, notre licence de culture nous le permet d'avance. La licence de vente à des fins médicales, ce qu'elle nous requiert, c'est des niveaux de sécurité un peu plus élevés. Une méthode de tracking, là, de suivi de nos patients, vraiment de la tenue de dossier un peu plus rigoureuse que juste pour la culture, là. OK. Donc, ça fait un petit peu de sens, là, parce qu'un cultivateur veut peut-être essayer quelques nouvelles variétés une année à l'autre, voir s'il y en a une qui pogne mieux que l'autre, ou je sais pas exactement c'est quoi Tout les à critères. fait. Ça ou essayer des méthodes de propagation différentes. Bref, il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire. Il y en a quelques-unes, là, mais il n'y a pas vraiment de limite à ce qu'on peut faire une fois qu'on a ces licences-là. Faut juste avoir en place des méthodes de suivi, là. Donc, on peut faire beaucoup de recherche et développement tant il y a aussi longtemps qu'on a les yeux sur où est-ce que s'en va notre cannabis. Parfait. Donc, on vient de passer un peu après, à travers la première étape, une licence de Santé Canada. Je comprends aussi qu'on a besoin d'une licence auprès de l'Agence de revenus du Canada Oui, en vertu sur la loi sur l'accise. oui. Ça quelque chose de particulier. C'est un petit peu quand on fait notre déclaration, est-ce qu'on vend des produits du tabac ou est-ce qu'on vend des produits d'alcool et on nous demande aussi est-ce qu'on vend des produits de cannabis. C'est ça, c'est un peu le même principe. Il y a un régime particulier là, pour les producteurs de cannabis. La licence de l'Agence du revenu du Canada, c'est relativement simple à avoir, là. Il suffit de faire une demande, puis de vraiment indiquer c'est qui nos investisseurs, nos sources d'argent viennent d'où. Là, c'est très transparent. Puis, une fois qu'on a cette licence-là, on a le droit de rentrer nos plantes dans notre usine. Donc, c'est pas suffisant d'avoir juste la licence de Santé Canada. Il faut avoir elle de l'ARC aussi pour pouvoir opérer. Puis, cette licence-là, on a des rapports à faire mensuellement sur les quantités de cannabis. Puis, si on a la licence de transformation, par exemple, ou qu'on fait des ventes à des fins médicales, ben là, il y a toute l'histoire des droits d'assises qui va s'appliquer. Puis, c'est vraiment l'ARC qui gère ça. Mais là, parle-moi de l'œuf et la poule alors. Donc, est-ce qu'il faut que j'aille construire une usine au complet pour montrer que je suis avant d'avoir ma licence ou je peux avoir ma licence en leur disant voici ce que je vais construire, puis c'est une licence un peu, je sais pas moi, conditionnelle à ce que tu construis, ce que tu as promis que tu étais pour En, faire? en fait, fut une époque où est-ce que c'était la deuxième option qui s'appliquait, c'est-à-dire qu'on avait une espèce de feu vert. Ben, écoute, on a regardé ton dossier, vas-y, construis-toi, tout nous semble en ordre. Puis, le 8 mai 2019, Santé Canada a fait un changement relativement majeur dans sa manière de traiter les dossiers. Puis, c'est rien de législatif, là, c'est vraiment de la manière que Santé Canada applique la loi. Puis, Santé Canada, le 8 mai 2019, est venu nous dire, là, sans avertissement aucun, à partir d'aujourd'hui, pour pouvoir déposer une demande de licence chez nous, il faut que votre bâtisse soit prête à opérer. Ça a été cette journée-là, il y a du monde qui sont tombés par terre. Puis moi, le premier, là, honnêtement, quand c'est tombé, on se disait waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Tu sais, la business va arrêter, puis les projets, on peut plus penser déposer des licences. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que il y a vraiment ceux qui avaient des projets très concrets qui sont venus nous voir, puis je vous dirais que ça a accéléré beaucoup les choses. Santé Canada, ce qu'ils ont fait avec ça, en fait, c'est qu'ils ont voulu libérer leurs effectifs pour plus que les effectifs s'attardent à des demandes de licence qui sont seulement des projets sur papier, que vraiment les équipes s'attardent à des projets qui seront prêts à opérer. Donc, Santé Canada a vraiment fait un changement de cap majeur là-dessus. Il y a beaucoup de projets que ça l'a carrément arrêté Mhm. ou que ça l'a vraiment ralenti les choses. Puis il y en a au contraire que ça l'a juste été, ben crime, on a déjà notre bâtisse, on a déjà notre terrain ou quoi que ce soit, ben bâtissons-nous le plus vite possible, puis on va déposer chez Santé Canada. C'est sûr que ça l'a créé, ben ça crée un stress quand même chez les producteurs, pour les futurs producteurs, pour la simple et bonne raison que
le temps moyen, on va prendre une microproduction pour pas trop se faire peur. Le temps moyen pour Santé Canada entre le dépôt d'une demande avec preuve de construction puis l'émission d'un permis, on est à peu près, selon l'expérience, là, entre 5 et 7 mois. Quand même, quand tu as hein. une shop de. Ouais, c'est ça, c'est À assez long. Fait supporter, que quand là, tu as c'est une ça? shop, c'est ça, quand tu as une shop de 1 ou 2 millions à supporter sur 5 à 7 mois, ça se fait, c'est pas si pire, c'est dole, mais ça se fait. Quand tu es un producteur qui a une shop de 5 millions ou plus, 10, 15, 20, tu as tous les amortissements, tu as tous les coûts fixes à assumer, ben, c'est assez décourageant. Donc, il faut avoir les reins assez solides quand on se lance là-dedans. Mais Santé Canada a comme, en tout cas, moi, tant qu'à moi, là, avec beaucoup de rétrospectives, je me dis que c'est une bonne chose qu'ils ont faite parce que c'est vraiment les projets concrets qui vont être déposés chez Santé Canada, puis les effectifs vont vraiment être attribués à des dossiers qui ont des chances de succès, là. OK. Et au niveau justement des chances de succès, est-ce que je me trompe, mais ça n'a pas été la manne qu'on avait espéré? Chuck Rifici, c'est Canopy, lui, tout ça. Je pense Ouais. que c'est pas nécessairement super, super payant là, comme il avait pensé que c'était pour l'être. Ben, en fait, ce qui s'est passé dans ce marché-là, c'est qu'il y a des joueurs publics qui se sont lancés dans le marché et qui ont accaparé le marché. Canopy, leur stratégie, jusqu'à temps qu'ils mettent Bruce Linton à la porte, ça a été expansion, expansion, expansion. Mais en fait, à Canopy, leur Euh, stratégie, c'était d'avoir un CEO qui était l'ancien chef du Parti libéral du Canada. Ça aide beaucoup, j'imagine, d'avoir des permis ensuite, mais je fais juste faire une. Quand on parle d'éditorial, c'est peut-être. Ça a été la stratégie de base. Effectivement, puis je pense que pour eux, ça a sûrement été payant à l'époque parce que d'entrer là-dedans puis de faire du lobbyisme, si tu n'as pas de contact à gauche, à droite, puis la légalisation récréative n'était pas tellement au goût du jour encore quand ils sont partis Canopy. Donc, effectivement, ça a dû les aider. Mais tout ça pour dire que Canopy, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris de l'expansion, ils ont pris de l'expansion à un point tel que ça en est devenu carrément ridicule. Parce que moi, je pointe le doigt vers une grosse firme au Canada qui est Deloitte, qui a sorti une analyse du marché du cannabis, une anticipation de ce qu'allait être le marché du cannabis. Puis tous les gros producteurs en bourse se sont basés sur cette projection-là pour faire leur expansion. Puis si vous mettez la main sur le document de Deloitte, puis si on fait le parallèle entre Deloitte, ce qu'ils ont sorti à l'époque, puis le marché aujourd'hui, ben, on est vraiment loin de ce que Deloitte avait prévisionné. Donc, on se retrouve avec des joueurs qui ont créé un marché énorme, 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 qui ont fait une bulle avec ça en pensant que les ventes allaient être au rendez-vous, que ça allait être l'engouement. Puis la réalité, c'est que oui, il y a un engouement, oui, c'est de l'or vert, mais il ne faut pas exagérer non plus, là. Tu sais, c'est pas, ça demeure un bien de consommation. C'est pas une révolution technologique. Le cannabis a toujours été là. Puis moi, j'ai comme l'impression que les gros joueurs ont sous-estimé la force du marché noir puis se sont vraiment lancés dans quelque chose d'incroyable. Fait que oui, quelqu'un qui a investi en bourse, qui a mis tout son argent dans Canopy, ben, il est mieux d'avoir vendu avant la légalisation, carrément, parce que c'est vraiment là que le pic était. Après la légalisation, ben là, c'est vraiment une période d'ajustement, puis on est dans une période d'ajustement. Donc, quelqu'un qui se lance dans le cannabis en se disant, ben, c'est un marché florissant, puis c'est un marché qui est juste vers l'expansion, ben, il se trompe carrément, là. Au contraire, c'est un marché qui est en rétractation, puis qui est en ajustement, là. Tu sais, moi, les gens qui m'approchent avec des projets de 20, 25, 30 millions dans le cannabis, ça serait bien payant pour moi, mais je suis là pour leur dire, ben écoutez, rapetissez vos projets parce que vous avez des trop grosses ambitions. Il faut garder les projets les plus petits possibles, particulièrement au Québec parce que le marché est difficile, puis on n'a aucune aide, que ce soit du gouvernement provincial. Donc, il faut garder ça le plus petit possible. Donc, oui, la rentabilité est au rendez-vous pour les petits joueurs, mais il faut vraiment avoir des coûts d'opération qui sont minimes, là. Donc, oui, c'est un marché où est-ce qu'il y a de l'argent à faire, mais il faut y aller de manière proportionnelle. Alors, si ces clients-là qui viennent te voir, qui ont lu l'évaluation que Deloitte a fait, j'ai ça devant moi, Deloitte s'attend à ce que les ventes globales de cannabis dépassent 7 milliards de dollars au Canada en 2019. Après la légalisation. En 2019. Un nouveau rapport de Deloitte indique que les Canadiens pourraient dépenser jusqu'à 7,17 milliards de dollars en produits de cannabis en 2019 et augmenter leur consommation globale de 35%. C'est d'un ridicule, tant qu'à moi, parce que est-ce qu'on prend en considération le marché noir en arrière de ça? Il y a un exercice, tu sais, c'était très, très théorique, puis oui, ça pouvait être très motivant, mais je pense qu'il y a des gens qui ont commis des erreurs en se basant sur ce genre de chiffres-là. Puis quand on regarde la bourse, ben, c'est ce qu'on constate aussi, là. Il y a
les Aurora, les Tweed de ce monde sont en mode réduction d'effectifs puis en mode fermeture d'installation carrément. Là. Donc, il y a une grosse exagération qui s'est passée dans le marché. Puis, il y a des joueurs qui vont disparaître à court, moyen terme. Puis, je parle pas de petits joueurs, je parle de quand même moyens gros joueurs. Là. Des gens qui sont cotés en bourse à 15-20 sous l'action. Je vous parle de 15-20 sous l'action, là, peut-être un an. Aujourd'hui, ils sont à 1, 2, 3 sous l'action, puis c'est moins motivant un petit peu. Il y a du manque de cash flow dans le marché. Donc, puis là, la COVID, on ne sait pas quelle va être la vraie répercussion. Là, on entend des balbutiements à gauche, à droite. Donc, c'est un marché qui est en pleine évolution, mais ce n'est pas un marché qu'il faut voir en évolution d'expansion. Il faut le voir en évolution de stabilisation. Moi, il y a un site d'analyse boursière qui est, notamment, il y a une section sur le cannabis qui s'appelle Grizzle. Puis, je vous dirais que à date, tout ce que je lis là finit par devenir de la réalité. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils ont un petit œil prémonitoire. Donc, j'aime beaucoup les lire. Puis, il y a une étude en particulier qui ont fait un peu le recap du marché canadien du cannabis dans la dernière année, là, ou sur une période de 6 mois, quelque chose du genre. Puis, j'ai ça devant moi d'ailleurs, Maxime. Ouais, j'ai trouvé Grizzle. The Language of New Money, Marijuana Investing and Tech. C'est ça le New Money. Exactement. Puis il y a un article là-dedans qui s'appelle Dump the Ditchweed ou quelque chose comme ça. Okay. Puis le constat, c'est le suivant. C'est que on a des gros producteurs qui ont des millions de pieds carrés à gérer de production. Qui produisent un cannabis qui est de qualité inférieure, puis ça, c'est dans le domaine, c'est même pas un secret de polichinelle, c'est su et connu de tous. Plus tu as du grand pied carré à gérer, plus ça a un impact sur ta cocotte, sur ton résultat final. Donc, on se ramasse avec du ditchweed, là, du cannabis de qualité inférieure, qui en plus est maintenant produit à grands coûts parce que si on se met à fouiller dans les résultats des producteurs, on nous affiche des coûts de production en bas d'une pièce du gramme. Sauf que quand on relativise tout ça avec les infrastructures qu'ils ont à supporter, ben le coût de production avoisine presque le prix qu'ils vont aller chercher au gramme. Donc, la solution dans le marché actuellement, c'est dump the ditchweed. Puis on voit que les gros sont en train de faire ça, sont en train de fermer des espaces de culture qui sont beaucoup trop grands et inutiles. Puis hop, les microproductions commencent à rentrer dans le marché avec du cannabis premium, du cannabis craft. Donc, il y a une tendance à aller vers des produits qui sont de plus haute qualité, qui sont produits à bas coût, parce qu'un microproducteur qui se construit une shop à 1 ou 2 millions, j'en ai même qui réussissent à exploiter à 400-500 000 d'investissement initial. C'est là qu'est la clé du succès quand on a des ventes qui sont un peu décevantes, puis qu'on voit que le marché n'est pas prêt à de l'expansion aussi agressive que ça a été fait. C'est vraiment, on est dans un nouveau marché extrêmement particulier, puis c'est vraiment intéressant à regarder aller. Fait, où est-ce que ça va être dans 5 ans? Je me pose la question. Là. Ça va vraiment être particulier. Ouais, je vais mettre le lien de ce que tu nous parles dans les notes de l'épisode. L'article que tu nous parles, c'est Drowning in the Ditchweed, Canada's Oversupply Endgame. Finalement, tu as résumé le résumé que je viens de lire pendant que tu le disais. C'est Scott Willis, en décembre 2019, qui nous parle de ça dans la section Marijuana Analysis. C'est très bien fait, je dois dire. C'est un bon... Oui, ils sont super pour ça. Il y a toujours des graphiques. Je pense qu'au bas de l'article, il y a un graphique qui résume tout ça. Puis c'est vraiment, moi, c'est vraiment ma vision du marché du cannabis. Quand j'ai lu cet article-là, je me suis dit, Colin, ils sont pile dans le mille. C'est vraiment de même que je le vois. Fait que dans ce marché-là, l'avenir est aux petits producteurs. Puis je pense qu'au Québec, on a un méchant beau potentiel de voir ça grossir, les petits producteurs, de les voir se regrouper, de les voir rentrer des produits différents, plus premium aussi. Là, il y a des belles opportunités qui s'en viennent. Donc, les défis légaux sont finalement de se conformer aux règlements, se conformer aux règlements, que ce soit fédéraux ou provinciaux. Ça, c'est pour se partir en affaires, c'est bien ça? Ben, il y a se conformer pour réussir à avoir sa licence, puis il y a se conformer une fois qu'on a sa licence, qui sont vraiment deux mondes parallèles, si on veut, dans le sens où c'est un beau défi, puis c'est bien stressant d'aller chercher sa licence. Mais une fois qu'on a sa licence, ben, c'est une autre journée qui commence. C'est vraiment une autre quest complètement différente qui commence.
Là, on est vraiment dans l'application de la loi puis des règlements, puis là, c'est vraiment extrêmement différent. OK, puis là, les défis à la maison, là, je fais mon segue pour la pause. Les défis à la maison sont aussi de se conformer aux règlements fédéraux et ou provinciaux, ou on ne sait pas trop. Alors, si on veut garnir notre potager cet été et peut-être se faire pousser 5 plants de tomates à côté de 5 plants de potes, on a un problème. Oui, non, mais j'ai utilisé 5 par exprès. 5 plants de potes, on a un problème. Et c'est de ça qu'on va parler après la pause, notamment avec l'affaire Murray Hall contre le procureur général du Québec. On va faire une pause. On remercie Maxime Guérin d'être avec nous autres aujourd'hui, notre expert en substances à l'époque illicite, maintenant consultant en cannabis. Donc, on est bien content de l'accueillir, Maxime. On va prendre une petite pause. On vous revient dans environ 1 minute. Le podcast Questions de preuve, produit et réalisé par Rivercast Media, est une nouvelle façon de suivre différents sujets du domaine juridique dans l'ère du numérique, faire avancer la pratique du droit et faciliter l'accès à la justice. Les avantages de ce format audio sont nombreux, la facilité d'accès et d'écoute, une disponibilité en tout temps, des sujets variés et pointus, une flexibilité de l'apprentissage pour un auditoire ciblé et engagé. Il ne reste que 3 mois à la période de formation continue pour compléter vos 30 heures requises par les ordres professionnels. La plupart des épisodes de Questions de preuve sont reconnus comme activités de formation continue par le Barreau du Québec et la Chambre des notaires du Québec. Jusqu'à tout récemment, l'offre conventionnelle de formation continue était constituée principalement de formations en salle, colloques, congrès ou webinaires à saveur de cours magistrales. Notre formule de formation par podcast permet de remplir vos obligations, pourquoi pas dans votre voiture ou en vaquant à vos occupations habituelles. Faites d'une pierre 2 coups. Pour les juristes qui nous écoutent, vous abonner à Questions de preuve est gratuit, mais c'est aussi une façon d'obtenir toutes vos 30 heures de formation continue pour aussi peu que 300 $. En effet, profitez d'un tarif équivalent à 10 $ l'heure de formation. Tous les détails dans la section Questions de preuve du site rivercastmedia.com. On est de retour avec Maxime Guérin, associé chez Sarah Ellis Avocats et consultant pour le groupe SGF, une division de Sarah Ellis Avocats qui offre des services à l'industrie canadienne du cannabis. On a fait le tour des lois fédérales et provinciales. On a parlé un petit peu avant la pause de qu'est-ce qu'on a besoin pour partir une business dans le domaine du cannabis. Différentes catégories de licences, les défis réglementaires, les nombreuses lois et règlements qu'on doit naviguer afin de pouvoir avoir une plantation ou un commerce dans ce domaine-là. Maxime Guérin, cependant, a quand même été interpellé par des clients dans l'affaire Murray Hall contre le procureur général du Québec, puisque en 2019, tu as déposé une demande introductive d'instance dans laquelle tu demandais de faire invalider 2 articles de la loi provinciale. Et c'est devenu un peu une cause phare qu'on a appelée la cause des 4 plants. Parce que le fédéral nous permet d'avoir à la maison, de faire pousser jusqu'à un maximum de 4 plants pour consommation personnelle, on peut aussi l'échanger par une personne de 21 ans et plus, mais le provincial nous l'interdit complètement. Donc, c'est quoi la genèse de ça? Comment c'est venu Maxime Guérin sur la table pour pouvoir commencer à penser à ce que ces 2 articles-là seraient probablement des articles à faire invalider? Ben, en fait, toute la saga de la légalisation du cannabis au niveau fédéral puis au niveau provincial, bien entendu, on l'a suivi dès le jour 1. On a été impliqué dans le marché, donc avec les producteurs médicaux avant toute chose, puis on savait que la légalisation s'en venait dans l'année 2018. Donc, on commençait à préparer le terrain. Puis, on a réalisé qu'au niveau fédéral, c'était assez clair que le gouvernement fédéral voulait permettre la culture à domicile. Puis, on a vu des mains se lever au Québec. Je dis des mains, mais c'est plutôt des mains politiques là, qui se sont levées à l'effet qu'il faudrait laisser la latitude aux provinces de l'interdire, qu'au Québec, on ne voulait pas permettre ça, que ça avait encore une fois un aspect de santé publique difficile à gérer, etc., etc. Bref, Mais vas-y pour ton commentaire éditorial, Maxime. Est-ce que la vraie question politique derrière ça, c'était tout simplement pour contrôler la vente au complet? Bon, je pense que peut-être que oui. Puis au-delà de tout ça, est-ce que c'est pas plutôt un conservatisme dans les mœurs? Je pense qu'il y a encore plus ça qui l'a guidé. Je pense qu'on n'était pas prêt à permettre aux Québécois d'avoir du cannabis à domicile. On n'était comme peut-être pas mentalement prêt au niveau du gouvernement qui nous
gouverner à cette époque-là, de se rendre jusque-là, c'était... Puis la ministre Charlebois l'a bien dit dans les consultations, là, puis je vais revenir un peu à la genèse, là, mais elle le disait elle-même, écoutez, on se l'est fait imposer, cette légalisation-là. Puis la CAQ, dans l'opposition à l'époque, le ministre Jolin Barrette a carrément dit, ben, si c'était rien que de nous, le cannabis, ce serait encore illégal. Donc, la province s'est fait imposer quelque chose, puis dans les débats, donc justement au niveau fédéral, ben, la province a levé la main, puis a dit, ben, nous autres, on aimerait ça l'interdire. Puis, à l'époque, le fédéral était clair, net et précis. Voici le projet de loi. Quand ils l'ont sorti, ils ont dit, voici le projet de loi, puis on n'a pas l'intention de bien y toucher. Puis le projet de loi qu'on a actuellement, ben, en fait, la loi qu'on a actuellement ressemble beaucoup au projet de loi à quelques points. Puis, bien entendu, comment ça marche au fédéral? Le fédéral arrive avec sa loi, mais elle doit passer par le Sénat aussi. Puis c'était au Sénat qu'on avait certains doutes que ça passerait peut-être pas. Puis, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y avait beaucoup de pression, à savoir, on était en juin, là, à peu près à pareille date, mais en 2018, là, fin mai, début juin. On se posait beaucoup de questions. Est-ce que finalement la légalisation du cannabis ne va pas être retardée puis rejetée par le Sénat puis retournée aux communes? Puis dans les points qui accrochaient au Sénat, c'était justement le point de laisser la marge de manœuvre aux provinces d'interdire la culture à domicile. Puis ce qui s'est passé, c'est que finalement, ben, ça a été rejeté du revers de la main par le gouvernement fédéral. Le gouvernement Trudeau a dit non, nous on veut le permettre, puis on fait des concessions sur d'autres choses. Puis c'est des points relativement mineurs quand on pense à l'impact des 4 plans. Fait que vraiment, l'intention du fédéral, dans les débats, ça ressort, c'est écrit noir sur blanc quand on rapporte les paroles des ministres et des différents intervenants dans les consultations. Vraiment, le Canada voulait permettre que chaque résidence canadienne puisse faire pousser 4 plans à domicile pour ne pas être nécessairement dépendant. Mais ça n'a jamais été expliqué, ce deuxième volet-là, là, de dire que c'est pour ne pas être dépendant des réseaux de distribution, ça n'a jamais été dit comme ça. C'est plus dans les commentaires publics qu'on peut ressentir ça. Mais vraiment, dans les débats, c'est vraiment, on veut le permettre pour tous les Canadiens et toutes les Canadiennes. Donc, nous autres, quand on a vu ça passer et qu'on voyait que le gouvernement provincial ne démordait pas de ce point-là, ben quand la loi... Excuse-moi, mais Lucie Charlebois, dans les débats, elle disait bien, donc c'est tout d'abord, comme tu dis, elle a dit, on se l'est fait imposer, cette loi-là, et elle nous dit, dans un esprit maternaliste, le but ultime, le même pour nous depuis le départ, était d'offrir le meilleur encadrement possible à cette substance sur notre territoire compte tenu des enjeux qu'elle comporte. Et je tiens à le répéter, le cannabis n'est pas une substance banale et inoffensive. Je dis aux jeunes, ce n'est pas génial de fumer du cannabis. C'est un peu... Ça explique beaucoup de choses. Eux, ils disent qu'ils veulent prévenir et réduire les méfaits du cannabis afin de protéger la population. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que le provincial a dit. Ouais. C'est un argument, encore une fois, que je cherche la logique depuis 2 ans. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est quand on a vu que la loi était adoptée, on a un client qui nous a contacté par Internet, a vu, Groupe SGF, on est quand même très, très bien placé là, dans le domaine du cannabis au Québec. Là, je vous dirais même que je me lance des fleurs, là, mais on est pas mal les leaders en matière de cannabis au Québec. Puis on a une belle présence sur les médias sociaux. Tout à fait. Je me lance des fleurs parce que c'est pour ça que tu es sur notre podcast. Fait que je m'en lance moi aussi. Yes, en plus, fait que, mais tout ça, ceci étant, c'est ça, on a quelqu'un qui nous a contacté qui dit, ben écoutez, seriez-vous intéressé à contester le dossier des 4 plans? Puis c'était déjà quelque chose qu'on anticipait qu'on allait vouloir faire, qu'on voulait faire principalement parce qu'on voyait que la loi provinciale était vraiment en complète contradiction avec la loi fédérale sur ce point-là. Donc, le client nous a contactés pas très longtemps après l'entrée en vigueur de la loi. Écoutez, je pense que c'est, si je me souviens bien, là, c'est même dans les semaines qui ont suivi l'entrée en vigueur de la loi provinciale, tout de suite, on déposait notre demande en justice. Drôle d'adon, là, ça a plus ou moins rapport, mais on prenait la demande en justice, puis après ça, c'était l'Expo Cannabis à Montréal. Puis c'était la première fois qu'on y allait, là, donc c'était même la première édition. Donc on a été un peu accueillis comme étant vraiment les porte-paroles de l'industrie du cannabis puis des consommateurs de cannabis au Québec. Là, ça faisait la file devant notre kiosque pour venir nous jaser de spécifiquement ce combat-là. Moi, j'appelle ça un combat parce que vraiment, le gouvernement provincial a décidé d'en faire un combat. Donc, c'est venu de là. On a déposé la demande, puis le jugement est sorti, là, le fameux jugement Montréal. Puis, je vais t'arrêter. Je pense que la Cour supérieure est assez cinglante. Oui, en effet, donc c'est de la plume de la juge Manon Lavoie. Cependant, on va essayer de juste aider nos collègues juristes. Tu intentes une action au nom de Yannick Murray Hall ainsi que celui de toutes les personnes
qui, au Québec, sont ou peuvent être poursuivis du fait d'être en possession d'une plante de cannabis. Donc, ce n'est pas une action collective, mais tu as pris une action au nom de tous les Québécois qui pourraient être poursuivis ou qui ont été poursuivis en vertu des articles 5 et 10. Effectivement. C'est quoi le processus, procédural pour faire ça? En fait, on avait deux options. On avait l'option d'attendre que quelqu'un reçoive un ticket pour possession d'une plante de cannabis ou 4. Puis le client nous a contactés, puis on est allé vraiment en déclaratoire là, sur la constitutionnalité de la loi. Donc, on a vraiment fait une demande introductive d'instance régulière qu'on a signifiée au procureur général du Québec. Puis là, c'est enclenché un débat constitutionnel, tout ce qu'il y a de plus classique. Là. Je m'excuse encore de t'interrompre. Un débat constitutionnel classique a deux aspects toujours, c'est de déclarer ultra-viresse, de contester la validité constitutionnelle, et on dit tout le temps, subsidiairement, déclare inopérantes les dispositions, et c'est ce que vous avez fait. Mm-hmm. Parce que c'est important, parce que le jugement est particulier là, à cet effet-là. Tout à fait, effectivement. Donc, on a vraiment fait une demande introductive d'instance pour déclarer ultra-viresse puis rendre inopérants ces deux articles de loi, là, donc les articles 5 et 10 de la loi encadrant le cannabis au Québec. Et là, tu t'assois avec le PG. Est-ce que vous asseyez avec le PG, vous faites un protocole de l'instance? Est-ce qu'il y a eu des interrogatoires? Est-ce qu'il y a eu... Je sais que vous autres, vous avez déposé une expertise qui a été rejetée du revers de la main. On s'en fout complètement. Oui. Effectivement. En fait, au niveau procédural, je vais t'avouer que c'est pas moi qui ai lidé le dossier. C'était mon associé Julien, là, qui est maintenant rendu à la SQDC. On s'est échangé des mémoires, puis ça ressemble à ça. Dans l'espace-temps, ça s'est quand même plaidé relativement rapidement. Okay. Puis il y a un fait, justement, on était allé faire une expertise en se disant, puis c'était très original comme manière de penser. Là, mon ex-associé, Julien, est un gars de litige, puis lui a été formé dans le recours collectif, donc il est bien créatif, puis il s'est dit, on anticipe que ce qu'on va nous plaider de l'autre côté, ça va être une notion de santé publique, puis on va nous plaider les mœurs morales aussi. On voyait ça venir gros comme le bras. Donc, on s'est dit, on va se prémunir comme ça. Donc, on a fait faire une expertise par M. Hubert Marceau, qui est un chimiste au laboratoire Phytochemia à Saguenay, laboratoire qui est spécialisé dans l'analyse de la chimie des plantes, puis qui ont leur licence d'analyse pour le cannabis. Puis, on est venu essayer d'établir devant la cour, est-ce que le cannabis est si dangereux que ça, puis est-ce que c'est si moralement répréhensible que ça? Ce qu'on est venu établir dans l'expertise, même si ça a été rejeté, là, c'était extrêmement intéressant, mais écoutez, vous achetez 15 grammes de noix de muscade, vous avalez ça avec un verre d'eau, bonne chance, puis vous avez risqué d'avoir des effets qui ressemblent à ceux de ce qu'on s'injecte, de drogue dure qu'on s'injecte. Oui, c'est ça. On risque d'avoir les mêmes effets que l'héroïne. C'est ce qu'on a essayé de venir mettre en preuve devant le tribunal, de dire, écoutez, c'est pas une plante mortelle, c'est pas une plante qui tue, puis en vente libre, vous pouvez faire pousser des choses qui ont les mêmes effets ou qui sont même pires. Donc, c'est ce qu'on a essayé de venir mettre en preuve. Bien entendu, on se doutait un peu que la Cour allait peut-être tasser ça de côté. On ne pensait pas à ce point-là, parce que c'est vraiment presque dans les premières lignes. Il y a eu une expertise, mais on n'en tient pas compte. Oui, mais en même temps, je pense que la juge Lavoie a bien vu, elle a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l'expertise, et elle nous dit parce que ton expertise ne porte pas sur l'opportunité de légiférer, donc on va s'en tenir à la constitutionnalité. Tout à fait. Et je pense que le fait de votre côté d'avoir prévu peut-être le coup de la procureure générale, c'est peut-être une bonne chose pour essayer d'évacuer ce côté-là, malgré que c'est tout à leur honneur, ils ont joué la carte de la santé publique, mais pas de la façon que vous l'aviez anticipé. Et je trouve que le jugement fait que c'était un beau débat, par exemple. Je dois dire que les arguments de part et d'autre sont très tenables. Tout à fait. C'est sûr que nous, quand on le regarde, on se dit que ce dossier-là était un peu gagné d'avance. Parce que quand on étudiait la jurisprudence, c'était jamais aussi clair que ce qu'on avait sous les yeux. Parce que vraiment, c'est vraiment une question d'aller lire les débats parlementaires au fédéral, puis quand on lit les débats parlementaires, ça saute aux yeux. C'est clair comme de l'eau de roche. L'intention du fédéral, c'est que les Canadiens et les Canadiennes puissent faire pousser du cannabis à domicile. Point gros comme ça arrête là, puis on veut que tout le monde ait cette opportunité-là. Fait que nous, quand on a approché le dossier, bien entendu, on ne prend rien pour acquis, mais on a approché le dossier en se disant, on a une longueur d'avance en se référant à ce que le fédéral voulait. Puis c'est ce qui transparaît dans le jugement aussi, c'est que le provincial n'a pas beaucoup d'armes pour
interdire ça, la culture à domicile, finalement. Mais la procureure générale avait quand même un bon argument de dire que on a la compétence en matière de santé et sécurité de la population et que si c'était de toute façon, au pire, c'était une compétence mixte, puis dans le cas d'une compétence mixte, la Cour ne pourrait pas intervenir de toute façon. Oui, mais ça a été écarté relativement facilement, tant qu'à moi, là. Puis c'était vraiment notre argumentaire aussi, là. Puis tu sais, les motifs de la juge sont extrêmement exhaustifs. Je ne vais pas nécessairement embarquer dans les décortiquer un par un. Mais c'est vrai que le probablement que quand tu étais là, ça avait l'air un peu plus facile, mais dans son jugement, la juge Lavoie quand même explique bien les raisons pour lesquelles elle écarte les arguments de la procureure générale, puis c'est intéressant de le lire de cette façon-là aussi. Effectivement, puis tu sais qu'il y a une tendance qui n'est pas rapportée dans le jugement, mais que je pense qui peut-être a eu une influence, ou peu importe, là, mais c'est une tendance qui existe dans les tribunaux actuellement, à l'effet que tout ce qui est sanctionner le cannabis maintenant depuis la légalisation, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins enclin à criminaliser les gens pour une substance qui est rendue légale, là. Donc, je pense que ça peut avoir aussi pesé dans la balance, sans l'avoir mentionné de manière très, très explicite. Je pense que ça peut avoir eu une influence aussi sur la juge dans les motifs qu'elle a rendus, parce que c'est ça, on voit que la tendance dans les tribunaux, c'est d'être beaucoup plus permissif avec le cannabis maintenant que c'est rendu légal. Puis, si on s'attarde à des décisions qu'il y a eu ailleurs dans d'autres provinces, ben c'est vraiment la tendance. On est vraiment un peu plus conservateur au Québec, mais la tendance canadienne est vraiment à l'effet d'avoir une petite relaxation au niveau des condamnations, ces choses-là. Donc, nécessairement, j'ai pas l'extrait du jugement sous les yeux, là, mais il y a un moment où est-ce qu'on vient dire que le cannabis, ben, c'est maintenant rendu légal, donc il faut quand même le traiter comme une substance légale. Donc, ça devient difficile, surtout quand l'esprit fédéral était de le permettre, puis pas juste l'esprit, la bouche fédérale a parlé, puis elle a dit on veut le permettre. Donc, ça devenait extrêmement difficile de tout rattacher ces morceaux-là pour dire ben oui, on est dans notre droit de l'interdire, là. Est-ce que tu crois... Ben là, je pense qu'on le donne en mille. Hein? L'APG Québec est allé en appel. C'est quoi les prochaines étapes pour vous autres? Ben, en fait, on attend une date pour aller plaider l'appel, là. COVID-19 oblige, on n'a aucune idée de qu'est-ce que ça peut avoir l'air. La Cour supérieure la Cour d'appel, en fait, semble tenir ses audiences sans problème. Puis je pense pas qu'ils ont accumulé un énorme retard à la Cour d'appel. Donc, prochaine étape, on va plaider ça à la Cour d'appel. Ensuite de ça, moi, je prends pour acquis personnellement que le gouvernement va aller jusqu'en Cour suprême avec ça. Là, c'est vraiment éditorial, encore une fois. Est-ce que les mémoires sont déposées? Contre le consommateur de Québec. Les mémoires sont déposées. Le nôtre a été déposé pas longtemps avant la COVID. Okay. Donc, on s'attend à avoir une date relativement proche, mais c'est ça. Moi, personnellement, je prends pour acquis qu'on s'en va en Cour suprême avec ça parce qu'il y a vraiment une guerre contre le consommateur de cannabis au Québec. Là. Je pense qu'on est vraiment dans une province où est-ce que... moi, je fais souvent des blagues avec ma conjointe. Je dis, bon, encore une décision du Québec, on va être obligé de déménager en Ontario. Tu sais, moi, ma profession, mon pain, mon beurre, c'est vraiment le cannabis au Québec. Donc, nécessairement, chaque décision du gouvernement sur le cannabis a une influence sur ma perspective de la légalisation du Québec. Puis, on est vraiment l'enfant pauvre du cannabis au Canada. Donc, moi, je vois vraiment aucune surprise dans le fait qu'ils vont aller jusqu'en Cour suprême avec ça. S'ils vont pas, on va dire tant mieux, ils ont mis de l'eau dans leur vin, puis ils acceptent que ça fait maintenant partie de la société, mais je pense qu'on n'est pas encore rendu là. C'est quoi les options? C'est de s'en aller en appel de décision ou de changer leur loi ou d'abroger tout simplement les articles 5 et 10? Il n'y a pas beaucoup d'options. Effectivement. 5 pourrait être un peu réécrit, mais l'article 10, au niveau du nombre de plantes, il n'existe tout simplement plus. Dans le jugement, on le souligne aussi, si je me souviens bien, en fait, on le dit carrément qu'une des solutions, ce serait de justement modifier la loi pour encadrer la possession des 4 plants domicile, un peu comme la Colombie-Britannique l'a fait. En Colombie-Britannique, si on se promène sur le trottoir et qu'on voit une plante de cannabis en public, donc à partir d'un espace public dans votre résidence privée, on vous donne une amende parce que vous n'avez pas été discret avec votre cannabis, ce qui semble quand même être un moyen raisonnable d'encadrer ça. Il y a d'autres provinces, si je me souviens bien, qui ont dit, si vous faites ça à l'extérieur dans vos jardins, il ne faut pas que ça dépasse tant de pieds, il faut que vous contrôliez les odeurs, ces choses-là. Ça serait quelque chose de raisonnable dans l'encadrement de la culture à domicile, mais de l'interdire complètement, puis je pense que c'est vraiment là le cœur de la décision, c'est que de l'interdire complètement, là, on va à l'encontre de l'intention fédérale, donc on est ultra virès. Moi, dans la vie, je fais pas de litige, j'ai abandonné ce volet-là parce que je suis pas un gars de confrontation, je suis plutôt un gars de compromis, puis
pense que ça serait un beau compromis de dire, ben écoutez, faites-le pousser vos 4 plants, là, fichez-nous la paix avec ça, mais faites-le discrètement. Je pense que ça serait un bel entre-deux. Est-ce que, je parle plus de statistiques ou de ce que tu connais du marché, est-ce que c'est de toute façon un enjeu vraiment très grand au Québec, le nombre de personnes qui ont 4 plants chez eux? C'est pas un enjeu énorme, honnêtement. Puis il y a beaucoup, beaucoup de monde qui se disent, ben écoute, je vais faire pousser mes 4 plants, puis il me donnera une amende, puis tant pis, là, that's it. À date, là, depuis 2 ans, presque 2 ans, j'ai entendu une seule et unique personne qui m'a contacté en 2020 pour me dire, ben la police est débarquée, j'avais un plan, ils m'ont donné une étiquette. On leur a conseillé de plaider non coupables puis d'invoquer Montréal et ce qui s'en vient. Donc, nécessairement, c'est pas, je vous dirais que c'est pas la priorité des forces policières d'aller voir chez les gens, avez-vous 4 plants de cannabis? Puis de l'autre côté, ben, il y a beaucoup de gens qui ont des prescriptions médicales puis qui en font pousser à domicile. Puis ils n'en font pas pousser à domicile 4. Là, on parle de 100 plants, 200 plants à domicile ou dans des lieux cachés. Oh, oui, tout à fait. Là, on a des gens, des cas très proches et personnels, on a le droit de faire pousser beaucoup de plants à domicile là, sans problème. Là. OK, juste pour revenir un petit peu à ce que tu disais tout à l'heure, la juge Lavoie, en effet, quand elle parle de la validité de la loi elle-même et non pas des 2 articles, elle dit clairement que le tribunal est également d'avis que la loi provinciale, qui encadre notamment l'usage, la vente et la promotion du cannabis, constitue une loi constitutionnellement valide. Donc, la loi encadrer des usages, dans ce cas-là, la vente et la promotion, c'est tout à fait constitutionnellement valide. Ça fait partie du champ de compétences provincial, mais elle n'est pas convaincue que les articles 5 et 10 vont, par exemple, dans ce sens-là. Oui, c'est ça. Ben, c'est qu'en fait, ces 2 volets-là, la distribution puis la vente, c'est vraiment le fédéral l'a vraiment délégué dans la Cour des provinces. Puis ça, là-dessus, je pense que c'est assez clair, net et précis que c'est une prérogative provinciale, donc effectivement. Mais là, quand on rentre dans des spécificités comme l'interdiction des 4 plants, ben là, on est vraiment dans le quad qui est permis par le fédéral, puis qui n'est pas juste permis, qui est voulu. Là. Fait que je pense que la nuance est là, effectivement. Ben, tout à fait. Écoute, je pense que ça va être très intéressant de voir qu'est-ce qui va se passer en appel. J'espère que tu vas venir nous parler de ça lorsque le jugement aura été rendu. Ben oui. Nous autres, de notre côté, on va faire les suivis, annoncer la date que les plaidoiries seront faites. Peut-être que vous allez avoir bien tout le monde dans votre salle, je ne sais pas. Effectivement. Écoute, si on a le droit, parce que comme c'est parti là, ça risque d'être compliqué. Oui, c'est ça. Ben, je te remercie pour ça. À tous les épisodes, je demande à mon invité un outil, un item, une application, un ouvrage, n'importe quoi qui est un incontournable dans ta vie professionnelle. Là, j'ai un peu peur, Maxime Guérin, de te demander qu'est-ce que tu te sers à tous les jours. Mais pour toi, Maxime Guérin, qu'est-ce qui est nécessaire dans ta pratique? Qu'est-ce que tu te sers à tous les jours et que tu voudrais partager avec nous autres? Dans ma pratique, le règlement sur le cannabis puis les guides de demande des licences de Santé Canada. Mon rôle à moi, là, en tant que consultant, c'est pas tant de dire aux gens, ben voici comment ça marche, puis on va prendre une recette, on va l'appliquer, puis on copie, on colle, on envoie ça. Non, c'est beaucoup plus, la loi prévoit tout cet ensemble de choses-là. Donc, voici un guide qui va vous aider à l'appliquer, puis moi, je vais être là pour vous coacher à l'appliquer. Je vous prends par la main, puis je vous explique comment l'appliquer. Donc, le règlement sur le cannabis, c'est vraiment mon outil numéro 1 en matière légale, là, le règlement. Il n'y en a pas encore d'annoté. Peut-être qu'un jour, je vais me lancer là-dedans, mais c'est le temps manque un peu. Puis l'outil au niveau culture, puis vraiment comprendre la plante de cannabis, c'est les guides de Ed Rosenthal, Growing Cannabis, ces choses-là. Je vais juste aller chercher le vrai nom. J'ai comme un blanc. Il me semble que c'est The Cannabis Growers Handbook ou quelque chose du genre. Là. C'est la référence. On a des clients qui nous posent des questions des fois. Écoute, on devrait partir comment dans l'hydroponie, dans l'aéroponie, peu importe. Puis on dit, écoute, va lire Ed Rosenthal. Là. Tu vas avoir une idée de ça fait quoi, ça mange quoi en hiver, toutes ces méthodes-là. Ça va te permettre de prendre une belle décision. Mais je dirais qu'il y a une grosse partie de notre savoir personnel là-dedans, de notre expérience dans le milieu. Là. Moi, je suis moi-même producteur maintenant. Là, fait qu'il y a un gros bout de la pratique où ce qu'on dit, regarde, j'ai l'expérience pour te dire, voici comment ça va marcher. Mais vraiment, le règlement sur le cannabis, c'est un must. C'est Marijuana Growers Handbook, Ed Rosenthal. Juste pour vous donner une petite idée, là, Goodreads a 4.5 sur 5 et 97% des gens like this book. Mais là, tout dépend dans quel contexte tu le lis. Oui, c'est ça.
Mais c'est une brique, pour vrai, extrêmement intéressante. Là. Quelqu'un qui connaît pas ça, 923 pages. ouais, Hein? quelqu'un qui peut avoir une belle idée de ça marche comment, puis c'est quoi le cannabis, on cultive ça comment. Pas nécessairement la plante, c'est quoi la plante, là, mais vraiment comment qu'on le cultive. C'est vraiment super intéressant. Là. On nous montre autant des setups pour faire ça dans la grange chez Grand-Papa ou le faire de manière commerciale. Là. Fait que c'est vraiment bien, bien réfléchi. Puis Ed Rosenthal, c'est un monument. Là. Il est dans le cannabis depuis des lustres, puis c'est la référence. Là. Avant n'importe qui, il y a Ed Rosenthal puis Jorge Cervantes, là, mais Ed Rosenthal est vraiment la référence. Là. Il est connu comme The Guru of Ganja, ce qui me fait rire quand même. Ça se peut, ça se peut. edrosenthal.com, The Guru of Ganja. Mais c'est ce qui est cool dans ce domaine-là, pour vrai, c'est que puis, en tout cas, moi, personnellement, avec le COVID, je pense qu'on est en train de tous réaliser qu'on est confortable à travailler chez nous, puis c'est pas parce que t'as un veston qui a sur le dos que tu travailles mieux, là, tu sais. Et puis moi, dans le cannabis, j'ai réalisé ça. Je suis le genre de gars qui était tanné d'aller à la cour puis de se mettre une toge puis des affaires en me disant, il me semble que c'est de l'apparat pour rien. Puis dans le cannabis, c'est vraiment un autre monde. Fait que, tu sais, je fais pas exprès non plus, là, mais c'est beaucoup plus relax. Puis, tu sais, on rentre dans un monde où il y a beaucoup de gens passionnés là-dedans. Fait que moi, des fois, je reçois des gens dans mon bureau, puis on parle pendant 3 puis 4 heures, puis on est vraiment plus rendu dans le business. On est juste rendu parler de cette passion-là qu'on a. Puis, je pense qu'il faut que les gens commencent davantage à le voir comme une passion. Là. Il y a vraiment des gens qui sont passionnés par ça. C'est de l'horticulture comme autre chose, mais de l'horticulture sur une plante vraiment particulière. Puis, en plus, elle a des fruits particuliers. C'est vraiment... en tout cas, moi, personnellement, je me sens vraiment à ma place dans ce domaine-là. Puis, on n'est pas beaucoup d'avocats, honnêtement, à faire ce que je fais, là, à le faire à temps plein comme je le fais. On est peut-être un ou deux. Puis sinon, ben, il y a des gros bureaux qui ont des divisions pour les gros producteurs, si on veut. Là. Fait que, tu sais, je suis vraiment une bébite un peu parmi les avocats. Là, puis c'est ça, c'est très drôle parce que on va visiter des fermes, ces choses-là. Puis quand on a le temps et qu'on sait qu'on ne prend pas le véhicule avant quelques heures, ben, la première chose qu'on fait, c'est est-ce qu'on peut y goûter? Puis je veux dire, ça peut choquer un peu les idées quand on y pense, puis l'honneur, la profession, ces choses-là. J'ai un collègue sur mon étage là, qui, lui, est vraiment c'est le gars des permis d'alcool. Là. Il est rendu très âgé, là. Il est rendu dans les 80, là, mais fut une époque où il y avait la Grande Allée au complet comme client. Il faisait les demandes de permis pour les gelosos de ce monde, ces choses-là. Puis il faisait ça, là, il me compte ça souvent, il allait dans les vignobles, puis la première chose, c'est est-ce qu'on peut essayer ton produit? Parce que c'est quand même ça, pourquoi on va te chercher un permis, tu sais. C'est un peu le même réflexe dans le cannabis. Il faut juste enlever les stigmates autour. C'est difficile, particulièrement au Québec. Là, des fois, on va en Ontario, puis c'est vraiment pas la même chose. En Ontario, c'est cannabis friendly au bout. Là, tu te promènes dans le centre-ville à Toronto, puis ça va sentir le pot un peu à gauche, à droite. Puis, tu sais, en tant que gars qui navigue là-dedans, mais ça me réconforte à chaque fois que j'y vais. Tandis que quand on se promène au Québec, mais c'est un autre paire de manches, mais tranquillement, pas vite. Je pense qu'il faut que tu laisses Québec, il faut que tu viennes à Montréal des fois. Ça peut sentir le cannabis. Peut-être pas en ce moment, c'est pas un bon moment pour venir. Non, ouais. On n'encourage pas ça, mais bon. Puis moi, je voterais. Tu as dit que on parlait de fruits particuliers pour le cannabis. Moi, je pense que ce serait un bon nom d'épisode. Puis fruits particuliers. Je soumets mon. Ça en va. Oui, c'est bon, ça, c'est excellent. Mais je reviens sur quelque chose que tu as dit tout à l'heure, parce que si on parle du livre de Marijuana Growers Handbook de Ed Rosenthal, tu m'as dit qu'il y a des gens qui viennent te voir, ils partent de rien, là. Donc, qui ont juste le goût de faire pousser ça. Oui, c'est difficile parce que ça prend de la passion, hein? Ça prend de la passion puis de la patience dans ce domaine-là, puis il faut être conscient que on part un projet qui n'est pas facile à rouler. Là. Ce n'est pas parce qu'on a notre licence que soudainement, ça devient un monde de licorne. Au contraire, les défis font juste arriver. Là. Particulièrement dans un marché qui est en train de se contracter. Fait on a des gens qui sont vraiment juste des businessmen ou qui voient une opportunité, qui veulent se lancer là-dedans. Puis, faut les entourer. Puis c'est vraiment l'avantage qu'on a, c'est qu'on a un réseau de contacts extraordinaire. Fait que quelqu'un qui m'arrive avec ce but-là, de dire, ben moi, je vais me partir dans le cannabis,
pour être franc avec vous, ça n'arrive plus en 2020. Même à partir du 8 mai 2019, on dirait que ça a changé la donne. Okay. Il y en a eu encore, puis tu sais, j'ai des clients que j'accompagne toujours, mais ces gens-là, on va s'arranger pour les mettre dans les mains de d'autres gens qui ont des connaissances ou pour les accompagner. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les référer vers des méthodes de culture qui sont plus clés en main, style l'aéroponie, qui, au lieu de gérer des plantes, ben, tu gères des machines puis une recette. Il y en a pour tous les goûts. C'est sûr que le gars qui n'a jamais fait pousser, ben, lui, il va avoir une méchante période d'adaptation. Mais je pense que n'importe qui a un peu de voir et de cœur à l'affaire va réussir à s'en sortir. Mais je pense que la clé du succès, c'est au moins d'avoir un grower. Puis j'ai pas personne dans ces clients, dans ce genre de clients-là qui débarque en disant ben moi, je connais pas ça, puis je vais le faire moi-même. Donc tout le monde finit par s'entourer et aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Puis au Québec, ce qui est vraiment intéressant, puis c'est un peu notre but quand on est parti, là, moi puis Mendicana, quand on faisait nos consultations au tout début, c'était de faire émerger les talents du Québec. Parce que des gens qui ont été dans le noir, qui ne se sont jamais fait pincer, il y en a une panoplie, puis ces gens-là ont un talent extraordinaire à faire pousser des fruits particuliers, encore une fois, qui n'étaient pas à la mode, puis qui, au contraire, étaient extrêmement interdits, même voire criminels. Puis là, ces gens-là tombent dans un marché où est-ce que ce qu'ils ont fait dans le passé, ben, c'est rendu légal et acceptable. Donc, c'est vraiment plaisant d'aller chercher tous ces talents-là. Tu sais, j'ai un gars qui... Il voulait se partir dans le commercial, puis il trouvait ça beaucoup trop exigeant, trop compliqué. Lui, il a toujours fait ça sur sa grange, chez eux, sur son terrain, puis il a les rastas au bas des fesses, puis ce gars-là fait des produits incroyables. Puis malheureusement, ben, le régime est trop serré pour lui, puis il n'a pas envie d'embarquer là-dedans. Mais c'est quand même quelqu'un qu'on a découvert, puis avec qui qu'on fait de la recherche de génétique, puis ces choses-là de manière serrée, puis c'est vraiment super intéressant. T'sais. Fait que il y en a vraiment pour tous les goûts, puis je pense que tranquillement, là, on va enlever les stigmates, puis finalement, le Québec va finir par se réveiller. En tout cas, moi, c'est mon espoir. Là. Ouais, là, mon outil va être un peu plate là, par rapport à ce que tu nous dis là. Mon outil du praticien, moi, c'est toujours un petit peu plus difficile, Maxime, de trouver le mien parce que c'est pas nécessairement des choses que je me sers à tous les jours dans ma pratique parce que j'essaie de partager. Je fais tellement d'épisodes qu'à un moment donné, j'en aurais pas suffisamment pour montrer, mais j'essaie de partager des choses qui peuvent aider les avocats, les juristes, les notaires, les avocates dans leur pratique. Et ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est un outil que je me sers quand même depuis un petit bout de temps, puis la version Pro est maintenant disponible au Canada, c'est le logiciel de traduction ou l'application de traduction en ligne DeepL. Okay. Deep avec un L ou DeepL. Donc, comme je disais, la version Pro est disponible au Canada. DeepL est probablement la meilleure solution de traduction disponible en ligne aujourd'hui. Et juste TechCrunch, entre autres, dit que DeepL il fait comme un peu pâlir les géants technologiques de Google, Microsoft ou Facebook. Ce qu'ils font, c'est que l'apprentissage de langage et DeepL a dépassé, disons, les grands. L'outil de traduction DeepL est aussi rapide que la concurrence, mais est beaucoup plus précis. Mais je pense qu'il gagne surtout dans les nuances. Et donc, entre autres, le journal Le Monde, parce que j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il faisait en français. Le journal Le Monde précise que DeepL a également surpassé d'autres services grâce à des expressions à consonance plus française. Donc, c'est un peu... Il y a quelques petites nuances dans la langue française qui sont importantes qu'on ne voit pas nécessairement quand on utilise l'outil en ligne de Google Translate. DeepL Translator prend désormais en charge 72 combinaisons de langues entre l'anglais, le portugais, le russe, l'allemand, le français, l'espagnol, l'italien, le polonais et le néerlandais. Donc, il fait une loupe, là, une genre de roue autour de tout ça. DeepL utilise le Deep Learning pour apprendre les subtilités linguistiques et agrandir son vocabulaire. C'est gratuit à utiliser, un petit peu comme Google Translate, là, juste aller sur le site de DeepL. Mais il y a une version pro, et c'est là qui est important pour les juristes, les avocats des avocats, qui est la version pro qui est maintenant disponible au Canada et est intéressante parce qu'elle permet de garder les textes qu'on veut traduire confidentiels. Donc, lorsqu'on fait une traduction de texte complet, donc on n'a pas vraiment de limite de mots, elle efface la traduction qu'on a fait. Donc, elle ne garde pas de traces. Question totalement indiscrète, ça coûte une fortune parce qu'il y en a qui ne sont pas donnés. Non, pas du tout. Fait que la version Pro permet aussi d'intégrer les outils de traduction, donc le API, là, donc l'interface de programmation, à son propre site ou à son propre logiciel, et c'est 9$ par mois. Wow.
Donc, à ces prix-là, juste le simple fait de garder la confidentialité, le barreau est très fort là-dessus. Moi, je suis tout à fait d'accord de toute façon. Là, il y a tout un aspect confidentiel. Toi, Maxime, tu es dans un domaine que probablement que tu ne veux pas nécessairement ébruiter plein de choses. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on met sur Internet, qu'est-ce qui est intercepté, qu'est-ce qui revient, qu'est-ce qui ne revient pas, qui peut prendre une idée ou quoi que ce soit. On veut traduire un brevet. Le brevet, à partir du moment où on le dépose en ligne, il est public. Donc, est-ce qu'on se fait intercepter? C'est une autre chose. Mais là, avec DeepL, ça prévoit ça, donc ça efface la traduction un coup qu'elle est revenue. Donc, je pensais que c'était un outil qui était intéressant à partager. Alors, c'était mon outil du praticien pour moi pour cet épisode-là. Et toi, Maxime, projet à venir, conférence, enseignement, livre, ça a l'air que tu vas faire une loi à noter, c'est ce qu'on a entendu tantôt. J'aimerais ça un jour peut-être me lancer là-dedans, mais écoute, je gère un peu deux pratiques. En fait, je suis comme dans deux organisations en même temps. Donc, j'ai le volet consultation de groupe SGF, que je travaille en collaboration avec Mindicana parce qu'ils ont l'expertise au niveau de la plante puis de l'optimisation. Mais je suis aussi associé chez Mindicana. Là, j'ai 20% des parts chez eux. On est nouvellement licencié, là, la première microproduction au Québec. Fait que ça vient avec son lot de défis. Fait que tu sais, le gros de mes efforts est concentré sur le développement de clientèle, la clientèle actuelle au niveau des SGF, puis vraiment au niveau de la conformité réglementaire chez Mindicana. Fait un projet à la fois, mais il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Puis je pense que le projet le plus motivant à court moyen terme, c'est vraiment de réunir tous nos clients microproducteurs pour faire en sorte qu'ils s'intègrent bien dans ce marché-là. Puis on devient un peu, au fur et à mesure de tout ça, une courroie de transmission pour faire en sorte qu'ils ne sont pas tout seuls dans leur coin, mais qu'ils font partie d'une communauté. Fait qu'on se sent un peu responsable, si on veut, de ça. Là. Fait que c'est un beau défi de rentrer ces gens-là dans notre giron puis de s'assurer que c'est profitable pour tout le monde. Là. Bon, moi, je vais publier ton LinkedIn. On te rejoint comment? Directement au bureau, j'imagine? Oui, le info@commercialgroupesgf.ca, c'est vraiment la méthode pour nous rejoindre. Moi, je m'arrange tout le temps pour que ma boîte de courriel soit à 0 non lu, là, fait que d'habitude, quand ça rentre, c'est réponse assez rapide. Fait que c'est vraiment la meilleure manière. Sinon, mon cellulaire aussi est pas mal disponible, mais dans la signature courriel. Fait que vous êtes mieux de prendre contact avec moi par courriel, je vous réponds, puis là, c'est là qu'on me rejoint. Bon, tu as une levure pour dire. Je tiens à remercier Maxime Guérin pour être venu discuter d'un sujet tout nouveau en droit commercial et civil. C'était une exclusivité du droit criminel il n'y a pas si longtemps. Je vous invite à communiquer avec lui pour tous vos besoins en matière de cannabis. Je veux évidemment dire vos besoins légaux concernant l'utilisation, l'usage et la production commerciale de cannabis. Merci pour l'invitation en passant, là, c'est très apprécié. Puis moi, j'ai pour m'en dire que plus on en parle, plus on le fait connaître. Je dis le cannabis, mais en fait, l'industrie du cannabis, on la fait connaître. Donc, parlez-en bien, mais parlez-en surtout, parlons-en. Là. Je pense qu'il faut vraiment que, particulièrement au Québec, il y ait de plus en plus de gens qui se mettent à en parler. Là. Merci aussi à James Patrick, mon recherchiste, qui était particulièrement relax dans la préparation de cet épisode. Finalement, merci à Constance qui s'occupe maintenant de naviguer dans le merveilleux monde du financement corporatif d'un start-up. Donc, on ajoute une nouvelle corde à son arc puisqu'elle est déjà webmestre, comptable, directrice du marketing, des réseaux sociaux, des coms et de la gestion en général. Le mot-clé pour cet épisode est possession. Il sera nécessaire pour obtenir votre attestation de formation continue dans la section questions de preuve du site rivercastmedia.com. Nous avons plusieurs épisodes qui seront publiés dans les prochaines semaines. On ne fait qu'attendre nos confirmations du barreau du Québec. On publie une à la fois, alors ne les manquez pas. Abonnez-vous, faites subscribe dans votre application de podcast pour écouter gratuitement et recevoir automatiquement nos épisodes. Puisque les visites en studio sont terminées pour un temps, disons, indéterminé, sans savoir même si ça va reprendre, on commence à tester la vidéo live ou en différé pour nos enregistrements. On fera une annonce dans les prochaines semaines. Avis aux juristes, nous avons des opportunités pour des invités en studio pour venir discuter d'actualités juridiques dans votre domaine de pratique, de développement récent ou de tous sujets qui sont d'intérêt, qui font avancer la pratique du droit et qui favorisent l'accès à la justice. Contactez-nous à info@rivercastmedia.com. Quant à moi, je suis HR Martin sur Twitter.
Abonnez-vous à Question de preuve sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify ou n'importe quelle application de balado. On a même maintenant été accepté ou ajouté plutôt nos podcasts sur la station iHeartRadio. Évaluez-nous sur Apple Podcasts, c'est bon pour nos statistiques. J'ai déjà mentionné dans le passé que j'avais demandé à Pocket Cast, une application de balado, de nous mettre sur la page titre et on m'a répondu que ça ne se faisait pas pour les podcasts en français. Alors, de grâce, prouvez-leur que les podcasts en français ont une aussi grande portée que ceux en anglais et commentez, donnez-moi des étoiles et faites bondir Question de preuve dans les plateformes d'écoute et de recherche. Restez à l'écoute des prochains épisodes, nous allons accueillir d'autres invités de marque. Idée originale, animation, réalisation et montage, Hugo Martin. La musique et les clips audio sont de René Gagnon. À l'équipement audio, Sergio Travaglione de Musique Red One. À la recherche, James Patrick Cannon. À la gestion, au marketing et à la direction générale, Constance Saint-Pierre. Ce podcast est une production Rivercast Media SA et rappelez-vous, tout est question de preuve. Cet épisode de Questions de preuve vous est présenté par Nota Bene, la plateforme de notification électronique de LRM Huissier de Justice. Je pourrais dire ma plateforme de notification électronique parce que je l'utilise. Je vous en parlerai pas autrement. Notifier avec Nota Bene, c'est facile. Remplissez le formulaire de notification, créez un seul envoi pour notifier plusieurs destinataires, ajoutez des informations détaillées sur la documentation transmise, téléversez vos documents et, si vous le voulez, choisissez une protection supplémentaire par code d'accès. Les documents volumineux sont aussi acceptés, les documents demeurent toujours au Canada et une fois la notification réussie, les documents sont supprimés. Lorsque l'envoi est effectué, vous recevrez un avis par courrier. Lorsque l'envoi est lu et lorsque le document joint à la notification est téléchargé, vous recevez aussi un avis par courriel. Évidemment, quand tout est fait, vous recevez un rapport de notification, un peu comme on est habitué avec nos huissiers normalement. L'OACIQ, la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec, l'Ordre professionnel de la physiothérapie, la Chambre de la sécurité financière, l'Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec, pour ne nommer que ceux-là, utilisent déjà la plateforme. Nota Bene de LRM Huissier, notifié de façon sécuritaire et conforme en peu de temps et moins cher. Nota Bene de lrmhuissier.com, votre nouvelle façon de notifier. lrmhuissiers.com, lrmhuissiers.com.